Alors qu'ils sortaient d'un cinéma, deux jumeaux de 4 ans tirèrent sur la manche de leur mère adoptive et chuchotèrent que le jeune et célèbre milliardaire non loin de là leur ressemblait trait pour trait. Perplexe, elle jeta un regard vers le milliardaire et se figea en reconnaissant la vérité. L'odeur du pop-corn s'attardait encore dans le hall lorsque Amélie Lemaire poussa les lourdes portes vitrées du cinéma, le Grand Rex à Paris. Les jumeaux de 4 ans, Théo et Lucas, sautaient avec excitation à ses côtés, leur rire résonnant dans le foyer alors qu'ils racontaient les aventures du film qu'ils venaient de voir. « Maman, tu as vu quand le dragon ?» commença Théo, ses yeux marrons brillants d'enthousiasme. « Et puis il a ?» enchaîna Lucas, complétant la phrase de son frère dans cette synchronisation parfaite qui faisait toujours sourire Amélie. C'est à ce moment que la foule animée du hall du cinéma devint plus bruyante. Un murmure se propagea, incitant Amélie à resserrer instinctivement sa prise sur les mains des garçons. Antoine Dubois, le jeune et célèbre milliardaire connu pour son œuvre philanthropique, traversait la pièce, entouré de quelques associés. À 30 ans, il dégageait une présence magnétique qui attirait l'attention de tous. « Par ici, monsieur Dubois », dit l'un des associés, indiquant une salle VIP, probablement pour un événement privé. Les jumeaux s'arrêtèrent de brusquement, leurs petites têtes se tournant à l'unisson pour regarder l'homme passer. Amélie était habituée à ces arrêts soudains. Théo et Lucas partageaient non seulement des traits identiques, mais aussi une curiosité insatiable pour le monde. « Regarde, maman !» s'exclama Théo en tirant sur le pan de son manteau beige. « Il nous ressemble !» ajouta Lucas, son visage s'illuminant d'un sourire qui révélait l'espace où il avait perdu une dent de lait. Amélie suivit le regard de ses fils et son cœur manqua un battement. Antoine Dubois se tenait à quelques mètres seulement, parlant à ses associés. Mais ce n'était ni sa présence imposante, ni son charisme naturel qui lui donnèrent l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. C'étaient ses yeux, ces mêmes yeux d'un brun profond qui la regardaient chaque matin, en double lorsqu'elle réveillait ses garçons. La même forme de visage, le même sourire légèrement de travers que Théo arborait chaque fois qu'il préparait une bêtise. Même la façon dont les cheveux sombres d'Antoine tombaient avec rébellion sur son front était une réplique exacte du défi quotidien qu'elle relevait en essayant de coiffer les cheveux des jumeaux. Pendant un instant fugace, Dubois jeta un regard dans leur direction, ses yeux balayant les jumeaux sans aucune reconnaissance particulière, n'offrant que le sourire poli qu'il devait probablement adresser à tous les admirateurs. Mais cette fraction de seconde suffit à Amélie pour voir avec une clarté dévastatrice la ressemblance foudroyante entre lui et ses fils. « On peut lui parler, maman ?» demanda Lucas, faisant déjà un pas en avant. Amélie sentit sa gorge s'assécher, ses mains, normalement si stables en tenant ses garçons, tremblaient légèrement maintenant. « Pas aujourd'hui, mon chéri », parvint-elle à dire, sa voix sonnant étrange, même à ses propres oreilles. « Il a l'air occupé, et vous deux avez encore besoin d'un bain avant le dîner. » Les garçons protestèrent, leur plainte lointaine et étouffée dans l'esprit d'Amélie. Elle les fit sortir rapidement du cinéma, laissant son pilote automatique maternel prendre le dessus, tandis que ses pensées tourbillonnaient dans un maelstrom de possibilités qu'elle n'osait pas formuler pleinement. Dans le métro pour rentrer, alors que les jumeaux jouaient à compter les stations jusqu'à leur arrivée, Amélie observait leurs reflets dans la vitre sombre. Comment n'avait-elle pas remarqué avant ? La ressemblance était si évidente, si écrasante, que l'ignorer maintenant semblait impossible. « Maman, tu es triste ?» La voix de Théo la ramena à la réalité. Ses yeux, la regardaient avec inquiétude. « Non, mon amour », força Amélie un sourire, les serrant tous les deux contre elle. « Je pense juste au délicieux dîner que nous allons préparer. » Dans son appartement du Marais, les murs étaient décorés de dessins colorés et de photos de moments heureux qui semblaient soudain cacher un secret dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Alors qu'elle préparait le dîner avec l'aide chaotique que seuls des enfants de 4 ans peuvent apporter, Amélie ne pouvait cesser de penser à cette rencontre au cinéma.
Pendant le bain des garçons, chaque geste routinier apportait de nouvelles réalisations. La façon dont Théo fronçait les sourcils lorsque le shampoing menaçait de lui entrer dans les yeux était identique à l'expression qu'elle venait de voir sur Dubois. La façon dont Lucas se mordait la lèvre inférieure en se concentrant sur son canard en caoutchouc correspondait au maniérisme dont elle venait d'être témoin chez le milliardaire. Après avoir mis les jumeaux au lit, 2 histoires, 3 verres d'eau et d'innombrables baisers de bonne nuit plus tard, Amélie s'autorisa enfin à s'effondrer sur le canapé. Ses mains tremblaient alors qu'elle tapait le nom d'Antoine Dubois dans sa tablette. Image après image confirmait ce que son cœur savait déjà. Ce n'était pas de simples similitudes superficielles, c'était comme si quelqu'un avait pris l'ADN d'Antoine Dubois et l'avait dupliqué chez ses fils. Ses fils. La pensée lui retourna l'estomac. Le bruit de petits pas lui fit ouvrir les yeux. Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant fort son ours en peluche contre sa poitrine. « Maman, pourquoi l'homme du cinéma nous ressemblait autant ?» demanda-t-il, encore à moitié endormi. Amélie sentit son cœur se serrer. « Parfois, les gens se ressemblent, mon cœur. C'est juste une coïncidence, » répondit-elle, essayant de garder une voix stable alors qu'elle ouvrait les bras pour le réconforter. Tandis qu'elle berçait Lucas pour le rendormir, des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues. Que signifierait cette découverte pour sa famille, pour ses garçons, pour le lien précieux qu'ils avaient construit? Dans la chambre des jumeaux, en les regardant respirer paisiblement dans leur sommeil, Amélie fit une promesse silencieuse. Peu importe ce que cette découverte pourrait apporter, elle protégerait le bonheur de ses enfants de toutes ses forces. Mais en fermant doucement leur porte, elle ne put se défaire du sentiment que sa vie venait d'être irrévocablement changée. Sur son téléphone, une notification clignota. Antoine Dubois ferait la prochaine couverture de Forbes, mettant en lumière son dernier projet social pour les enfants orphelins. Des enfants. Amélie fixa l'écran, sentant le poids du destin entre ses mains. Cette rencontre fortuite, un dimanche après-midi, avait planté une graine de vérité qu'elle savait ne plus pouvoir ignorer, pour toujours. Amélie resta éveillée bien après que l'horloge eut sonné 2 heures du matin. La rencontre inattendue avec Antoine Dubois au cinéma avait déchaîné une avalanche de souvenirs qu'elle ne pouvait contenir. Assise dans son fauteuil préféré, une tasse de camomille refroidie entre les mains, elle se laissa sombrer dans le passé. 4 ans plus tôt, le foyer Saint-Michel avait été sa seconde maison. Ayant travaillé comme assistante sociale pendant plus d'1 décennie, Amélie avait été témoin de centaines d'histoires, certaines avec des fins heureuses, d'autres non. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un matin pluvieux d'octobre, sa propre histoire commencerait à s'écrire. « Tu as besoin de plus de repos, Amélie », lui avait dit Claudette ce matin-là, remarquant les cernes sous les yeux de sa jeune collègue. Claudette Fournier, la soixantaine, avec des cheveux gris élégamment épinglés, était plus qu'une mentor. Elle était la mère qu'Amélie avait perdue trop tôt. Le café fumant que Claudette venait de verser resta intact lorsque des coups urgents résonnèrent dans le couloir silencieux de Saint-Michel. Amélie se souvenait avoir échangé un regard inquiet avec Claudette avant de se lever. Il n'était pas inhabituel pour elle de recevoir des bébés abandonnés, mais quelque chose dans ses coups semblait différent. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva une jeune femme trempée par la pluie. Ses yeux verts encadrés de mèches sombres s'échappant d'une capuche détrempée révélaient un mélange de désespoir et de détermination. Dans ses bras se trouvait un panier en osier, couvert d'une couverture bleu pâle. « S'il vous plaît !» La voix de la jeune femme tremblait. « Ils doivent rester ensemble. Ce sont des jumeaux. Ils ne peuvent pas être séparés. » Avant qu'Amélie ne puisse réagir, le panier fut poussé dans ses bras. La jeune femme hésita un instant qu'Amélie rejouerait dans son esprit d'innombrables fois au fil des ans. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais seule une larme coula sur sa joue avant qu'elle ne disparaisse dans l'averse. À l'intérieur du panier, 2 bébés dormaient profondément, leurs petits doigts entrelacés, comme si, même dans le sommeil, ils avaient besoin de se rassurer mutuellement de leur présence commune. Amélie sentit quelque chose se briser et se reconstruire en elle à cet instant précis. « Mon Dieu !»
murmura Claudette, apparaissant à ses côtés. Ils sont parfaits. Les procédures standards suivirent. Examens médicaux, rapports de police, recherche de toute information. Les bébés étaient en bonne santé, bien nourris, âgés d'environ 3 mois. Dans le panier, outre la couverture bleue, il n'y avait qu'un médaillon en argent avec une inscription partiellement effacée et une note écrite à la hâte. « Théo et Lucas, s'il vous plaît, gardez-les ensemble. » Elle devait avoir ses raisons, remarqua Claudette, alors qu'elles organisaient les premiers papiers. « As-tu vu comment elle les a regardés avant de partir ? Ce n'était pas un abandon négligent, Amélie. » Dans les jours qui suivirent, Amélie se sentit de plus en plus attirée par les jumeaux. Il y avait quelque chose de magnétique en eux, quelque chose au-delà de leur mignonnerie, identique, ou de leur sourire naissant. Entre les biberons et les changements de couche, entre les rapports et les tentatives infructueuses pour retrouver la mère biologique, Amélie sentit son cœur se transformer. « Tu devrais les adopter, » dit Claudette un soir, après avoir regardé Amélie bercer les bébés pendant des heures. Ce n'était pas une suggestion désinvolte, c'était une affirmation. « Claudette, comment pourrais-je ? Je suis célibataire, je travaille à plein temps, j'ai à peine le temps de m'occuper de moi-même, » protesta Amélie, mais sa voix trahissait une note tremblante d'espoir. « Et pourtant, regarde-toi, » sourit Claudette, hochant la tête vers les bébés dormant paisiblement dans ses bras. « Tu es déjà leur mère, Amélie. Tu as juste besoin de le rendre officiel. » Le processus d'adoption fut une montagne russe émotionnelle. En tant qu'assistante sociale, Amélie connaissait chaque étape, chaque formulaire, chaque entretien. Mais être de l'autre côté était complètement différent. Claudette fut son pilier, utilisant ses décennies d'influence dans le système pour accélérer le processus chaque fois que possible. Tu as une stabilité financière, de l'expérience avec les enfants, un réseau de soutien solide, argumentait Claudette lors des réunions du conseil. Et plus important encore, tu as de l'amour à donner. En revivant ses souvenirs, Amélie reprit sa tablette. Le visage d'Antoine Dubois la fixait sur des dizaines de photos différentes. C'était surréaliste de voir comment chaque image révélait maintenant une nouvelle similitude avec ces garçons. Elle commença à lire sur son passé et chaque détail semblait être une pièce de puzzle qui s'emboîtait. Antoine Dubois avait été abandonné à l'âge de 5 ans dans des circonstances mystérieuses. Adopté par la famille Dubois, héritière d'un empire pharmaceutique autrefois en déclin, le garçon doué prouva bientôt sa valeur. À 18 ans, il développait déjà des brevets qui allaient révolutionner le marché. À 25 ans, il avait transformé l'entreprise familiale en une puissance mondiale. « Projet Ponce », lut Amélie à voix haute. L'initiative d'Antoine pour rénover les orphelinats et moderniser le système d'adoption était sa marque de fabrique. Dans les interviews, il citait toujours sa propre expérience comme motivation. Chaque enfant mérite une chance de réécrire son histoire. Un article en particulier attira son attention. 5 ans plus tôt, Antoine avait été mêlé à un conflit public avec son père adoptif, Gérard Dubois, au sujet de la direction de l'entreprise. Alors que Gérard voulait se concentrer uniquement sur les profits, Antoine insistait pour investir dans des projets sociaux. « L'argent n'est pas tout, papa », aurait dit Antoine lors d'une assemblée d'actionnaires. Certaines dettes ne peuvent pas être payées en dollars. Amélie interrompit sa lecture en entendant des pas dans le couloir. Lucas apparut dans l'embrasure de la porte, serrant sa couverture bleue, la même qu'il avait amenée au foyer Saint-Michel 4 ans auparavant. « Je n'arrive pas à dormir, maman, » murmura-t-il en grimpant sur ses genoux. « Je n'arrête pas de penser à l'homme du cinéma. » Amélie sentit son cœur battre la chamade. « Pourquoi, mon chéri ?»« Il a les mêmes yeux que moi et Théo, » répondit Lucas avec la logique simple d'un enfant de 4 ans. « Pourquoi certaines personnes nous ressemblent, maman ?» La question innocente frappa Amélie comme un coup de poing. Comment pouvait-elle expliquer la génétique à un enfant ? Comment pouvait-elle parler de ressemblance familiale alors que l'histoire de leur origine était elle-même un mystère ? « Parfois, c'est juste une coïncidence, mon amour, » dit-elle en lui embrassant le front. « Maintenant, si on te remettait au lit,
Après avoir recouché Lucas, Amélie se rendit dans sa chambre et ouvrit sa boîte à souvenirs, une vieille boîte à chaussures où elle gardait les trésors des débuts des jumeaux. Le médaillon d'argent était toujours là, avec la note originale et la première petite chaussure de chaque garçon. Ses mains tremblaient en prenant le médaillon. Sous la lumière de la lampe, elle essaya une fois de plus de déchiffrer l'inscription fanée. Pour S, toujours, était tout ce qu'elle pouvait distinguer. Le S pouvait-il être Sophie? Était-ce la mystérieuse jeune femme sous la pluie? Le son de son téléphone la fit sursauter. C'était un message de Claudette. « Je n'ai pas pu dormir en pensant à ce que tu m'as dit. Viens tôt à Saint-Michel demain. Nous devons parler. » Claudette disait toujours qu'il n'y avait pas de coïncidence dans l'univers, seulement des rencontres fixées par le destin. Amélie regarda la photo la plus récente des jumeaux sur sa table de nuit, leurs sourires identiques, leurs yeux expressifs et leurs cheveux indisciplinés qui lui rappelaient tant Antoine Dubois. Ses pensées furent interrompues par un bruit provenant de la chambre des jumeaux. Cette fois, c'était Théo, debout à la porte avec son ours en peluche. « J'ai fait un rêve bizarre, maman, » dit-il en se frottant les yeux. « J'ai rêvé que l'homme du cinéma nous cherchait. » Un frisson parcourut l'échine d'Amélie. « Ce n'était qu'un rêve, mon amour, » répondit-elle, bien que sa voix vacillât légèrement. Allongée entre les jumeaux dans son grand lit, lors de ces nuits spéciales où elle cédait toujours à leur demande de dormir avec elle, Amélie observait leurs visages endormis. Chaque trait, chaque expression portait maintenant une nouvelle signification. Elle se souvint de sa première année en tant que mère célibataire, les nuits blanches, les doutes constants, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais aussi les premiers mots des garçons. Ils avaient tous les deux dit « maman » le même jour, leur premier pas fait main dans la main, leur premier rire, toujours en duo. Claudette avait été essentielle dans ce parcours. « Être mère, c'est apprendre à danser sous la pluie, » disait-elle. Et Amélie avait appris, entre les biberons et les rapports sociaux, entre les réunions de travail et les rendez-vous pédiatriques, entre les peurs et les joies. Maintenant, 4 ans plus tard, cette même pluie qui avait amené les jumeaux semblait prête à raconter une nouvelle histoire. La rencontre avec Antoine Dubois ne pouvait pas être une simple coïncidence. Les similitudes étaient trop flagrantes, les connexions trop précises. Amélie savait qu'elle devait enquêter davantage, pour ses fils, pour la mystérieuse jeune femme qui les avait amenés, et peut-être même pour Antoine Dubois lui-même, qui dédiait sa vie à aider les orphelins sans se douter qu'il pourrait avoir ses propres enfants quelque part. Il était 4 heures du matin quand le sommeil commença enfin à la gagner. Théo se blottit plus près, marmonnant quelque chose dans ses rêves. De l'autre côté, Lucas serrait sa couverture bleue, le dernier lien avec son passé mystérieux. Amélie ferma les yeux, mais son esprit restait en alerte. Demain, elle parlerait à Claudette. Ensemble, peut-être pourrait-elle démêler ce mystère. Pour l'instant, elle se laissa réconforter par la respiration douce des garçons, reconnaissante pour la pluie qui les lui avait amenés et priant pour avoir la force d'affronter ce que l'avenir réservait à sa petite famille. Au mur, le tic-tac régulier de l'horloge semblait mesurer non seulement les heures, mais aussi les secrets que le temps révélerait inévitablement. Et dehors, la pluie se remit à tomber, faisant écho à ce matin d'il y a 4 ans, où 2 vies précieuses lui avaient été confiées. Le lendemain promettait de marquer le début d'un voyage qui changerait toute leur vie. Mais pour l'instant, dans ce moment suspendu entre la nuit et l'aube, Amélie n'était qu'une mère tenant ses enfants près d'elle, les protégeant des cauchemars et des coïncidences troublantes, tandis que ses propres rêves se mêlaient aux souvenirs et aux questions sans réponse. Les changements commencèrent subtilement, comme des gouttes de pluie avant une tempête. Amélie le remarqua d'abord dans les dessins que Théo rapportait de l'école, des familles inhabituellement grandes par rapport à ses standards habituels. À côté de lui, de Lucas et d'Amélie, il y avait une grande silhouette en arrière-plan, seulement partiellement colorée, comme une ombre hésitante. « C'est qui, mon chéri ?» demanda Amélie, essayant de garder une voix désinvolte en accrochant le dessin sur le réfrigérateur.
Théo haussa les épaules, les yeux fixés sur ses propres pieds. « Je ne sais pas. Parfois, je rêve de lui. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre avec Antoine Dubois au cinéma, et les jumeaux semblaient différents. Amélie les surprenait à chuchoter plus souvent, s'arrêtant brusquement dès qu'elle approchait. Leur jeu de rôle mettait désormais en scène de nouveaux personnages, des figures paternelles qu'ils n'avaient jamais mentionnées auparavant. Un après-midi, alors qu'Amélie allait chercher les garçons à l'école, leur maîtresse, Madame Dubois, demanda à lui parler. « Les jumeaux ont fait quelque chose de mal ?» demanda Amélie, son cœur se serrant comme toujours lors des rencontres inattendues avec les enseignants. « Non, non, » sourit gentiment Madame Dubois. « Mais j'ai remarqué des changements intéressants dans leur travail. » Elle lui tendit une pile de dessins. Le thème de cette semaine était les familles. Eh bien, peut-être que vous aimeriez voir. Les dessins racontaient une histoire silencieuse. Dans chacun, la figure masculine en arrière-plan devenait plus définie. Dans le dernier, Lucas avait clairement collé une découpe de magazine d'Antoine Dubois, la plaçant sur le papier comme faisant partie de sa famille. « Ils ont beaucoup parlé d'un homme qu'ils ont vu au cinéma », nota doucement Madame Dubois. « Il est normal que les enfants de cet âge commencent à se poser des questions sur leurs origines. » Amélie déglutit difficilement, rangeant les dessins dans son dossier. « Oui, c'est naturel », réussit-elle à dire, bien que son esprit fût déjà à des kilomètres. À la maison, elle trouva les jumeaux dans leur chambre, par terre, têtes ensemble, au-dessus de ce qui ressemblait à un magazine. « Qu'est-ce que vous regardez ?» demanda-t-elle, les faisant sursauter tous les deux. « Rien », répondirent-ils à l'unisson, Lucas cachant précipitamment le magazine sous le lit. Cette réponse synchronisée l'aurait normalement fait rire, mais aujourd'hui, elle ne fit qu'approfondir son inquiétude. Plus tard dans la nuit, après avoir mis les garçons au lit, Amélie récupéra le magazine. C'était un vieil exemplaire de Forbes avec Antoine Dubois en couverture. Son estomac se noua à la vue des pages marquées de petites empreintes digitales entourant le visage qui ressemblait tant à celui de ses fils. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Lucas posa la question qu'elle redoutait. « Maman, pourquoi on n'a pas de papa ?» Théo se figea, sa cuillère à mi-chemin de sa bouche, les 2 garçons fixant leurs yeux sur elle, attendant une réponse. Amélie prit une profonde inspiration, se rappelant les conseils de Claudette sur l'honnêteté adaptée à l'âge. « Chaque famille est différente, mes amours. Certaines ont une maman et un papa, d'autres juste une maman, d'autres juste un papa. »« Mais pourquoi la nôtre, c'est seulement toi ?» insista Théo, sa cuillère maintenant oubliée dans le bol. « Parce que c'est comme ça que notre famille s'est formée, » répondit Amélie, sentant son cœur se serrer. « Quand vous êtes venus à moi, c'est l'amour qui nous a réunis. »« Mais avant toi, » commença Lucas avec hésitation, « est-ce que quelqu'un ne voulait pas de nous ?» La question frappa Amélie comme un coup de poing à l'estomac. Elle se leva rapidement, les prenant tous les 2 dans ses bras. « Vous 2 avez toujours été très aimés, » dit-elle avec conviction. « Parfois, les gens doivent prendre des décisions difficiles par amour. » Plus tard dans la journée, au foyer Saint-Michel, Amélie trouva Claudette dans leur bureau commun. « Il pose des questions, Claudette, » dit-elle en s'effondrant sur une chaise. « Et après avoir vu Antoine Dubois, comment puis-je continuer à éviter la vérité ?» Claudette retira ses lunettes de lecture, jetant à Amélie ce regard sage qui semblait voir à travers les gens. « La vérité a son propre timing, ma chère, mais les mensonges, même bien intentionnés, ont tendance à faire pousser des racines amères. »« Mais, et s'il... » hésita Amélie, sa voix tremblant. « S'il veut me les enlever ?» ?»« Amélie Lemaire, » dit fermement Claudette, « ces garçons sont tes fils. Aucun juge au monde ne nierait l'amour et la stabilité que tu leur as donnés. Mais ils ont droit à leur histoire. » Cette nuit-là, Amélie trouva les jumeaux bien éveillés, bien après l'heure du coucher, chuchotant dans leur lit. « Tu crois qu'il sait pour nous ?» demandait Lucas. « Peut-être qu'il nous cherche ?» répondit Théo, comme dans ce film sur la princesse perdue. Amélie sentit son cœur se briser, debout silencieusement dans le couloir. Des larmes glissèrent silencieusement sur ses joues.
Comment pouvait-elle expliquer les complexités de la vie adulte à des esprits si jeunes? Comment pouvait-elle protéger leur innocence sans leur nier leur propre histoire? Le lendemain, pendant l'heure du bain, Théo dessina une autre image dans la buée sur le miroir. 3 silhouettes se tenant la main et une quatrième, plus grande, planant au-dessus comme un gardien. « C'est encore lui ?» demanda doucement Amélie. Théo hocha la tête. « Parfois, j'ai l'impression qu'il nous cherche, maman, comme s'il avait aussi un trou dans son cœur, comme nous. » Amélie serra son fils contre elle, ses vêtements se trempant dans l'eau du bain. Comment pouvait-elle expliquer que l'homme qui remplissait leurs rêves ne savait peut-être même pas qu'ils existaient? Plus tard, dans son lit, Amélie tourna le médaillon entre ses mains. L'inscription fanée semblait se moquer d'elle. Pour toujours. Qui était Sophie? Qu'est-ce qui l'avait conduite à laisser 2 bébés parfaits un matin de pluie? Et pourquoi, 4 ans plus tard, le destin s'acharnait-il à tisser leur vie avec celle d'Antoine Dubois? Son téléphone vibra avec un message de Claudette. « J'ai trouvé quelque chose dans les vieux dossiers. Bientôt demain. » Amélie jeta un coup d'œil à la photo des jumeaux sur sa table de nuit. Leurs sourires assortis, si réminiscents de ceux d'Antoine Dubois, lui serrèrent la poitrine de questions sans réponse. Le bruit de petits pas l'alerta quelques secondes avant que la porte de la chambre ne s'ouvre. Théo et Lucas entrèrent, chacun serrant son ours en peluche. « On n'arrive pas à dormir, » marmonna Lucas. « On peut rester avec toi » ajouta Théo. Amélie fit de la place dans son lit, les accueillant dans ses bras. Alors que leur respiration se calmait lentement, elle fit une promesse silencieuse. Elle trouverait des réponses à leurs questions, même si cela signifiait affronter ses propres peurs. Mais pour l'instant, elle les serra simplement plus fort, sachant que demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles questions, et peut-être le début d'une vérité qui changerait leur vie pour toujours. Le message de Claudette clignotait avec insistance sur le téléphone d'Amélie, alors qu'elle traversait les rues encore sombres de Paris. « J'ai trouvé quelque chose. Viens maintenant. » Il était 5 heures du matin, et le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Elle avait laissé les jumeaux chez sa voisine, Madame Dupont, une femme âgée qui l'aidait en cas d'urgence, prétextant une crise au travail qui nécessitait sa présence immédiate. Pendant le trajet, son esprit voyageait entre le présent et le passé. Les questions des jumeaux rejouaient dans sa mémoire. Pourquoi on n'a pas de papa? D'où venons-nous? Pourquoi cet homme nous ressemble tant? Chaque question était comme une petite lame dans son cœur, lui rappelant que certaines vérités ne peuvent rester enfouies éternellement. Le foyer Saint-Michel se dressait contre le ciel éclairci, ses murs historiques abritant d'innombrables histoires de séparation et de réunion. Amélie connaissait chaque recoin de cet endroit, chaque grincement de ses parquets, chaque odeur distincte qui composait son atmosphère unique. Mais ce matin, tout semblait différent, comme si le bâtiment lui-même savait que des secrets importants étaient sur le point d'être révélés. Claudette l'attendait déjà à l'entrée, son chignon impeccable contrastant avec les cernes profonds sous ses yeux, preuve d'une nuit blanche. Même après toutes ces années, Amélie admirait toujours le dévouement de sa mentor. Claudette était plus qu'une collègue. Elle était une seconde mère, une confidente, quelqu'un qui semblait toujours savoir quoi faire dans les situations les plus difficiles. « J'ai passé la nuit à fouiller les archives », dit Claudette sans détour, menant Amélie à son bureau. « Quelque chose dans ton histoire concernant Antoine Dubois a réveillé un souvenir que j'avais enfoui. » Le bureau était dans un chaos organisé. Des piles de vieux documents couvraient chaque surface, des post-it colorés marquaient des pages spécifiques et des cartes des quartiers de Paris étaient étalées sur les murs. Au centre du bureau, un dossier délavé attira immédiatement l'attention d'Amélie. « Tu te souviens de ce matin-là, exactement ?» demanda Claudette en s'asseyant. « Le jour où elle a amené les jumeaux. » Amélie ferma les yeux un instant. Comment pourrait-elle oublier? « Il pleuvait, commença-t-elle. Une pluie battante, de celle qui semble laver l'âme. Elle était trempée, frissonnante. « Oui, interrompit doucement Claudette.
Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas, quelque chose qui s'est passé après que tu as emmené les bébés à l'intérieur. Claudette ouvrit soigneusement le dossier, le manipulant comme s'il s'agissait d'un texte sacré. Quand la jeune femme a laissé les jumeaux, nous avons suivi la procédure standard. Nous avons noté tout ce qui a été trouvé avec eux, la couverture bleue, le médaillon. Que tu gardes toujours avec l'inscription partiellement effacée, interjeta Amélie. Exactement. Mais ce jour-là, pendant que tu t'occupais des bébés, Jacques, notre homme à tout faire, a trouvé quelque chose dans le jardin, près du portail d'entrée. Claudette tendit une feuille sous plastique. C'était une carte d'étudiante, partiellement détruite par la pluie. La photo était presque méconnaissable, tachée et délavée, mais un nom restait lisible, comme un murmure du passé. Sophie Moreau, doctorante en littérature comparée, Sorbonne Université. Amélie sentit ses jambes flageoler, reconnaissante d'être assise. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Claudette soupira profondément, retirant ses lunettes de lecture pour essuyer les verres, une habitude qu'Amélie reconnaissait comme un signe de nervosité. Parce que lorsque nous avons essayé de la retrouver, nous avons découvert qu'elle s'était soudainement retirée de la Sorbonne. L'adresse indiquée était fausse et elle semblait s'être volatilisée. C'était comme chasser un fantôme. Claudette se dirigea vers la vieille machine à café dans le coin de la pièce. L'odeur de café frais emplit l'air alors qu'elle continuait. « Mais hier, après que tu m'as parlé d'Antoine Dubois et de la réaction des jumeaux, quelque chose a commencé à me tracasser. J'ai passé la nuit à chercher des événements universitaires d'il y a 5 ans, en particulier ceux liés à la Fondation Dubois. » Elle alluma son ordinateur, ouvrant une vieille page d'un journal universitaire. Le titre vieilli annonçait « La Fondation Dubois organise un symposium sur la littérature et le changement social. » Sur la photo d'accompagnement, divers universitaires étaient rassemblés autour d'un jeune Antoine Dubois. Son sourire, le même sourire qu'Amélie voyait en double chez ses jumeaux chaque matin, rayonnant vers l'appareil photo. Et là, presque cachée au bord de l'image, se trouvait la jeune femme, ses yeux verts brillants d'une vivacité qu'Amélie n'avait entrevue qu'un instant ce matin pluvieux. Le symposium a eu lieu exactement 9 mois avant la naissance des jumeaux, dit doucement Claudette en tendant une tasse de café à Amélie. Et il y a plus, regarde. Elle ouvrit un autre lien, un blog universitaire archivé présentant les résumés des présentations du symposium. Le nom de Sophie Moreau sauta aux yeux. Trauma et récits de guérison. La littérature comme pont vers la rédemption. Son travail portait sur la façon dont les histoires peuvent aider les gens à surmonter les traumatismes familiaux, expliqua Claudette. Elle étudiait spécifiquement l'impact de la perte parentale précoce sur le développement émotionnel. Amélie sentit un frisson la parcourir. « As-tu pu savoir où elle est maintenant ?» Claudette hocha la tête, faisant glisser un morceau de papier portant une adresse écrite de sa main élégante. Sophie Moreau. Elle enseigne la littérature dans un lycée à Versailles depuis 2 ans. D'après ce que j'ai pu recueillir, elle est très respectée par ses élèves et ses pairs. Le monde sembla tourner autour d'Amélie. Après 4 ans, elle avait enfin un nom, un visage, les pièces de son puzzle commençant à s'assembler. « Je dois la voir », déclara-t-elle en se levant brusquement. « Amélie ?» Claudette lui prit la main, ses yeux sages montrant une préoccupation sincère. « Réfléchis bien, cela pourrait tout changer, non seulement pour toi, mais surtout pour les jumeaux. » « Ils posent des questions, Claudette. Tu as vu leurs dessins, entendu leurs chuchotements quand ils pensent que je n'écoute pas. Depuis qu'ils ont vu Antoine, c'est comme si quelque chose s'était réveillé en eux. Ils ont besoin de réponses. J'ai besoin de réponses. » Claudette étudia sa protégée pendant un long moment. « Tu as toujours été la plus courageuse d'entre nous, Amélie. Même quand tu avais peur, tu as toujours choisi d'affronter la vérité. » Le trajet jusqu'à Versailles sembla une éternité. Amélie répéta 1000 fois ce qu'elle dirait, comment elle aborderait un sujet si délicat. Le lycée Saint-Jean était installé dans un bâtiment ancien et majestueux, typique de la région, avec ses murs de pierre pâle et ses hautes fenêtres rappelant une cathédrale.
Amélie se gara de l'autre côté de la rue, regardant les élèves en uniformes impeccables arriver pour leur premier cours, leurs rires et leurs bavardages remplissant l'air du matin. Et puis, elle la vit. Sophie Moreau avait changé au cours des 4 dernières années. Ses cheveux, autrefois longs, étaient maintenant coupés aux épaules, et une certaine maturité marquait son visage qui n'existait pas auparavant. Elle se déplaçait avec une confiance tranquille, contrastant vivement avec la jeune femme effrayée dans le souvenir d'Amélie. Mais ses yeux, ces mêmes yeux verts qui s'étaient remplis de larmes ce matin pluvieux, étaient reconnaissables entre tous. Amélie attendit l'interclasse, son cœur battant si fort qu'il semblait prêt à sortir de sa poitrine. Avec des pas qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, elle traversa la cour en direction de la salle des professeurs. Sophie était seule, triant des papiers sur son bureau. « Madame Moreau ?» Sophie leva les yeux, un sourire poli sur les lèvres qui s'évanouit au moment où elle reconnut Amélie. La couleur quitta son visage et un instant, Amélie craignit qu'elle ne s'évanouisse. « Je... » La voix de Sophie faiblit, tandis que ses doigts agrippaient le bord du bureau jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Je sais qui vous êtes. » Amélie ferma doucement la porte derrière elle. Le silence qui suivit était lourd, alourdi par 4 ans de questions tacites, de secrets gardés et de vies liées par le destin. « Nous devons parler, » dit enfin Amélie, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. Un instant, il sembla que Sophie allait s'enfuir. Ses yeux se tournèrent vers la porte, ses mains tremblant visiblement. Mais ensuite, comme si elle parvenait à une décision invisible, ses épaules s'affaissèrent en signe de résignation. « Est-ce qu'ils vont bien ?» murmura-t-elle si doucement qu'Amélie faillit ne pas l'entendre. Avec des doigts légèrement tremblants, Amélie sortit son téléphone et ouvrit sa galerie de photos. La dernière photo montrait les jumeaux au parc, leurs sourires identiques, brillants sous le soleil d'automne, Théo tenant sa voiture miniature préférée et Lucas serrant son ours en peluche, toujours présent. Sophie laissa échapper un sanglot étouffé, couvrant sa bouche de ses mains. « Il lui ressemble tellement », murmura-t-elle, des larmes glissant silencieusement sur son visage. « Alors c'est vrai ?» dit Amélie, ne le posant pas comme une question. « Antoine Dubois. » Sophie hocha la tête, essuyant ses larmes avec le dos de ses mains, un geste étrangement réminiscent de Lucas quand il se sentait gêné. « Je ne lui ai jamais dit. Je ne savais pas si je devais. Il est si important, si concentré sur sa mission. Et moi, je n'étais qu'une étudiante diplômée amoureuse de littérature et d'idéalisme. »« Racontez-moi tout, » demanda Amélie en s'asseyant en face d'elle. « Ils commencent à poser des questions. Je mérite de savoir la vérité. Ils méritent de savoir. » Sophie se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, la cour était vide, bien que les échos des rires d'enfants semblaient encore flotter dans l'air. C'était pendant le symposium sur la littérature et le changement social, commença-t-elle, sa voix lointaine comme si elle revivait chaque instant. Je présentais mes recherches sur les récits de trauma et de guérison. C'était très personnel, basé sur mes propres expériences de perte. Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration. Antoine. Il était fasciné par le sujet. Après ma présentation, il est venu me trouver pour en discuter. Nous avons fini par parler toute la nuit dans le jardin de l'université, débattant de la manière dont la littérature peut changer des vies, dont les histoires peuvent guérir de vieilles blessures. Un sourire triste effleura ses lèvres. C'était magique. Il n'était pas le célèbre milliardaire cette nuit-là, juste un homme passionné par le désir de faire une différence. Il m'a parlé de sa propre histoire, de son abandon, de la façon dont la lecture l'avait sauvé pendant les moments difficiles en famille d'accueil, de son rêve de créer un meilleur système d'adoption. Nous nous sommes vus encore quelques fois pendant le symposium. C'était comme un conte de fées. Le dernier soir, il m'a donné ce médaillon. Elle porta instinctivement la main à son cou, où un espace vide suggérait un objet perdu depuis longtemps. « Le médaillon trouvé avec les jumeaux », ajouta Amélie.
Oui, c'était un héritage de la famille Dubois. L'inscription disait « Pour Sophie, toujours, à toi, M. Ciodo ». Il m'a dit qu'il appartenait autrefois à sa mère biologique, la seule chose qu'elle a laissée en l'abandonnant. Sophie se rassit, ses mains agitées, tripotant un crayon sur le bureau. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il était déjà en voyage pour une série d'obligations internationales. J'ai essayé d'appeler, mais comment expliquer quelque chose comme ça par téléphone? Et puis, l'incita Amélie. La dépression a commencé. Ce n'était pas nouveau pour moi. Ma mère s'est battue contre elle toute sa vie, et finalement, elle s'est suicidée quand j'avais 12 ans. J'étais terrifié à l'idée de répéter ce cycle, de ne pas être capable de m'occuper d'un bébé, encore moins de 2. Des larmes coulaient à nouveau sur les joues de Sophie. J'ai abandonné mon programme, je me suis isolée. J'ai passé la grossesse presque recluse, terrifiée à l'idée d'échouer avec ces bébés. Quand ils sont nés, mon Dieu, ils étaient si parfaits. Mais cela n'a fait qu'aggraver la peur. La dépression post-partum a été brutale. Je pouvais à peine prendre soin de moi, encore moins de 2 nourrissons. « Pourquoi avoir choisi le foyer Saint-Michel » demanda doucement Amélie. J'ai fait des recherches sur tous les orphelinats de la région. Saint-Michel avait la meilleure réputation. Et quand je vous ai vu ce matin-là, il y avait quelque chose dans vos yeux, une gentillesse qui m'a donné de l'espoir. Sophie se tourna vers Amélie. Je ne me suis jamais pardonné de les avoir laissés, mais je n'ai jamais douté d'avoir fait le bon choix pour eux. Alors pourquoi n'avez-vous pas contacté Antoine une fois que vous alliez mieux? Questionna Amélie. Sophie laissa échapper un rire sans joie. Regardez-le maintenant, un magnate qui construit son empire en aidant les enfants abandonnés. Comment pourrais-je lui dire que j'ai abandonné ses enfants? D'ailleurs, ils vous ont. J'ai vu sur les photos, ils sont aimés et heureux. De quel droit viendrais-je perturber cela? Amélie étudia la femme en face d'elle. La jeune fille effrayée d'il y a 4 ans avait disparu, remplacée par quelqu'un qui portait ses cicatrices avec dignité, ayant trouvé un chemin pour avancer sans oublier le passé. « Je travaille avec des enfants maintenant », continua Sophie, indiquant la pile de papier sur son bureau. « Je suppose que c'est ma façon de me racheter. Chaque élève que j'aide, chaque vie que je touche, c'est une petite façon d'expier. J'enseigne la littérature parce que je crois au pouvoir des histoires pour nous aider à comprendre qui nous sommes. » Les jumeaux ont vu Antoine, dit enfin Amélie. Dans un cinéma, il y a quelques semaines. Ils ont reconnu la ressemblance immédiatement. Depuis, ils le dessinent, chuchotent entre eux. C'est comme si quelque chose s'était réveillé en eux. Sophie ferma les yeux, une seule larme roulant sur sa joue. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils sont aussi vifs que lui. Ils ont cette même intuition vive qu'Antoine a toujours montrée. Ils posent des questions, Sophie, sur leurs origines, sur la famille. Je ne peux pas prétendre que je ne sais pas, surtout maintenant que je vois à quel point vous et Antoine êtes profondément liés à leur histoire. Qu'allez-vous faire? La question flotta dans l'air comme un nuage sombre. C'était la même question qui avait tenu Amélie éveillée la nuit, résonnant chaque fois qu'elle regardait ses enfants. « Je ne sais pas, » admit-elle finalement, « mais je pense qu'ils méritent de connaître toute leur histoire. »« Et Antoine? Antoine voudra les connaître, » termina Sophie avec confiance. « Il est peut-être beaucoup de choses, mais il n'a jamais été un homme qui fuit ses responsabilités. Et plus que ça, ils sont tout ce qu'il a toujours voulu, une famille. » « J'ai peur, » confessa Amélie, sa voix se brisant. « Peur de les perdre. Ils sont tout mon monde. » Sophie se leva, contourna le bureau pour s'asseoir à côté d'Amélie. Hésitante, elle posa une main douce sur le bras d'Amélie. « Vous êtes leur mère, Amélie. La vraie mère, celle qui a été là à chaque instant, chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque étape importante. Rien ne changera cela. Ni moi, ni Antoine, ni personne ne peut effacer le lien que vous partagez. » La cloche sonna, signalant la fin de la pause. Le murmure des élèves de retour commença à remplir le couloir. Sophie essuya les dernières traces de ses larmes, se reprenant visiblement. « Je dois retourner à ma classe, » dit-elle en griffonnant quelque chose sur un morceau de papier. « Voici mon numéro. Si, quand vous déciderez de le dire à Antoine, j'aimerais être là.
Je leur dois ça. Je vous dois ça à tous. » Amélie glissa le papier dans son sac, sentant son poids comme s'il était fait de plomb. Le médaillon, pourquoi le laisser avec eux? Sophie eut un sourire triste. Parce que c'était la seule preuve que cette nuit était réelle. Que, pour un instant, Antoine Dubois et moi avons partagé quelque chose de vrai. Et peut-être que j'espérais qu'un jour, il les ramènerait à lui, que le destin trouverait un moyen. En quittant le lycée Saint-Jean, Amélie eut l'impression d'avoir vieilli de plusieurs décennies en quelques heures. La vérité, enfin révélée, pesait lourdement sur ses épaules. Mais il y avait aussi un sentiment de soulagement, les pièces du puzzle s'emboîtant pour former une image qui, bien que complexe, avait enfin un sens. Son téléphone sonna. C'était Claudette. « Comment ça s'est passé ?»« J'ai trouvé toutes les réponses, » répondit Amélie, la voix tremblante. « Et maintenant, j'ai encore plus de questions. »« Viens ici, » dit Claudette de ce ton rassurant et ferme qu'elle utilisait toujours. « Nous devons parler. » Amélie jeta un coup d'œil au ciel. Des nuages sombres s'amoncelaient, promettant de la pluie, comme ce matin d'il y a 4 ans, où sa vie avait changé pour toujours. Maintenant, elle était sur le point de changer à nouveau. Sur son téléphone, la photo des jumeaux rayonnait. Théo et Lucas, ses garçons, les enfants d'Antoine Dubois, le cadeau que Sophie lui avait confié un matin pluvieux. La vérité était compliquée, douloureuse, mais aussi libératrice. La première goutte de pluie frappa le pare-brise alors qu'elle retournait vers Paris. Dans quelques heures, elle irait chercher les jumeaux chez Madame Dupont. Il lui demanderait des nouvelles de son urgence au travail, et pour la première fois en 4 ans, Amélie envisagea de leur dire une version de la vérité. Car maintenant, elle savait que certaines histoires doivent être racontées, aussi difficiles soient-elles. Certaines vérités doivent éclater, peu importe le nombre de tempêtes qu'elles pourraient déchaîner. Et peut-être, comme la pluie qui tombait maintenant, cette vérité pourrait laver le passé et nourrir un nouveau commencement pour eux tous. La pluie battait contre les fenêtres du foyer Saint-Michel quand Amélie revint de sa rencontre avec Sophie. Claudette l'attendait dans son bureau, 2 tasses de thé fumant sur la table, comme si elle savait exactement ce dont sa protégée aurait besoin après une matinée aussi intense. « Alors c'est vrai, » dit doucement Claudette, regardant Amélie s'enfoncer dans un fauteuil. « Antoine Dubois est le père. » Amélie hocha la tête, ses mains tremblant légèrement autour de la tasse de thé. Sophie a tout confirmé, le symposium, leur rencontre, le médaillon. Comment n'avons-nous pas vu ça plus tôt, Claudette? Les similitudes sont si évidentes. Parfois, nous ne voyons pas ce qui est juste devant nos yeux jusqu'à ce que nous soyons forcés de regarder, répondit Claudette en se levant pour tirer un dossier d'une étagère. Maintenant, nous devons discuter de ce que nous allons faire de cette information. Le bruit de pas dans le couloir les interrompit. C'était Philippe Moreau, l'avocat qui conseillait l'orphelinat et un ami proche de Claudette, entrant avec son costume éclaboussé de gouttes de pluie. « J'ai demandé à Philippe de venir, » expliqua Claudette. « Nous devons comprendre toutes les implications légales de cette situation. » Philippe posa sa mallette sur la table, son visage habituellement joyeux, sérieux. « Claudette m'a mis au courant des bases, c'est pour le moins délicat. » « À quel point délicat ?» demanda Amélie, craignant la réponse. « Dubois dispose de ressources quasi illimitées et d'une équipe juridique redoutable, » dit doucement Philippe. S'il décidait de contester l'adoption, il pourrait arguer que ses droits paternels ont été violés. Il n'a jamais eu la chance de les exercer, car l'information lui a été cachée. « Mais Sophie ne lui a jamais dit, » protesta Amélie. « C'était son choix. »« Oui, mais maintenant vous le savez. Continuer à le lui cacher pourrait être considéré comme de la mauvaise foi devant un tribunal. » Amélie se leva d'un bond et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la pluie détrempait le même jardin où Sophie avait laissé ses fils 4 ans plus tôt. Ses fils. L'expression portait maintenant un poids différent. « Ce n'est pas seulement une question juridique, » intervint doucement Claudette.
C'est une question éthique. Les garçons ont le droit de connaître leurs origines, leur véritable histoire. « Et s'il veut me les enlever ?» demanda Amélie, la voix tremblante. « As-tu vu les nouvelles ? La Fondation Dubois vient d'ouvrir 3 autres centres pour les enfants défavorisés. Il a tout, l'argent, l'influence, une mission centrée exactement sur des enfants comme Théo et Lucas l'était autrefois. »« Amélie, » dit Philippe, son ton devenant rassurant, « tu as quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. 4 ans d'amour, de soins et de dévouement. Aucun juge n'ignorerait cela. » Amélie prit son téléphone, ouvrant sa galerie de photos. Les images racontaient l'histoire des 4 dernières années, les premiers pas des jumeaux, leurs premiers jours de maternelle, les anniversaires, les moments quotidiens qui semblaient maintenant encore plus précieux. « Les garçons ont fait un autre dessin aujourd'hui, » dit-elle après un long silence. « Lucas a dessiné notre famille, mais a laissé un espace vide à côté de lui. Quand je lui ai demandé, il a dit que c'était pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas encore, mais qu'il sentait qu'il le cherchait. » Claudette et Philippe échangèrent des regards significatifs. « Ils le sentent, » continua Amélie. « D'une manière ou d'une autre, ils savent qu'il y a plus dans leur histoire. Comment puis-je leur nier cela ? » « Mais tu ne peux pas non plus agir de manière impulsive, » conseilla Philippe. « Nous devons planifier comment aborder cela légalement. Peut-être rédiger un accord préliminaire qui définit clairement les droits et les responsabilités de chaque partie. » Amélie secoua la tête. « Je ne peux pas continuer à le cacher. Chaque fois qu'ils posent des questions sur leurs origines, chaque fois que je vois Antoine Dubois aux nouvelles, j'ai l'impression de les trahir. »« Alors qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Claudette, bien que son ton suggérât qu'elle connaissait déjà la réponse. « Je vais le lui dire, » dit Amélie avec une conviction qui la surprit elle-même. « Pas par l'intermédiaire d'avocats ou d'intermédiaires. Je dois le faire en personne, face à face. » Philippe se pencha en avant, l'inquiétude gravée sur ses traits. « Amélie, réfléchis bien. Dubois est un homme puissant, habitué à obtenir ce qu'il veut. S'il décide de se battre pour la garde. »« Alors je me battrai aussi, » interrompit Amélie. « Mais je ne peux pas vivre avec ce secret. Je ne peux pas regarder mes fils dans les yeux en sachant que je leur cache quelque chose de si fondamental sur qui ils sont. » Claudette se leva et posa une main réconfortante sur l'épaule d'Amélie. « Comment comptes-tu l'approcher » Amélie prit sa tablette, leur montrant une annonce de presse. La Fondation Dubois inaugure un nouveau centre communautaire ce samedi. Antoine Dubois sera présent pour une conférence sur la transformation sociale. « Amélie, » prévint Philippe, « en public ?»« Non, » dit-elle avec un sourire triste. « J'utiliserai mes contacts en tant qu'assistante sociale pour demander une rencontre privée. Il a besoin d'entendre ça loin des projecteurs, loin des caméras. Il a besoin de voir les photos, de comprendre leurs premières années, de réaliser qu'il n'est pas seulement un père biologique, il est le père de 2 vrais enfants, avec des personnalités, des rêves et des peurs. »« Et s'il réagissait mal ?» demanda doucement Claudette. « Alors, au moins, je saurais que j'ai fait ce qu'il fallait, » dit Amélie. « Les garçons méritent toute leur histoire, et Antoine mérite de savoir qu'il a 2 fils incroyables. » Philippe commença à fouiller dans sa mallette. « Laisse-moi au moins rédiger quelques protections juridiques préliminaires. »« Merci, Philippe, mais d'abord, je dois le faire à ma manière, en tant que mère, pas en tant qu'adversaire juridique. » En quittant le foyer Saint-Michel ce soir-là, Amélie réalisa que la pluie avait enfin cessé. Dans le ciel, au milieu des nuages qui se dispersaient, quelques étoiles avaient commencé à apparaître. Elle s'arrêta dans le jardin, à l'endroit exact où Sophie avait laissé les jumeaux 4 ans auparavant. Le destin avait une étrange façon de tisser les vies ensemble, de connecter des chemins apparemment éloignés. Son téléphone vibra. Un message de Sophie. « Quelle que soit ta décision, je serai là. » Amélie inspira profondément et tapa sa réponse. « Je vais le lui dire. » Les garçons méritent de connaître toute leur histoire. En rentrant chez elle, où Madame Dupont s'occupait des jumeaux,
Amélie répéta mentalement comment elle annoncerait la nouvelle à Antoine Dubois. Comment expliquer que ses projets sociaux, son désir d'aider les enfants abandonnés, étaient plus personnels qu'il ne l'avait jamais imaginé. Dans son rétroviseur, le foyer Saint-Michel rapetissa jusqu'à disparaître dans la nuit. Mais Amélie savait qu'elle laissait derrière elle plus qu'un bâtiment. Elle laissait derrière elle la sécurité du secret, le confort de sa routine établie. Devant elle s'étendait un nouveau chapitre, sur le point de commencer. Et cette fois, ce ne serait pas seulement son histoire, ou l'histoire des jumeaux, ou même l'histoire d'Antoine Dubois. Ce serait l'histoire de tous, entrelacés par le destin, l'amour et le courage d'affronter la vérité, aussi effrayante soit-elle. Le nouveau centre communautaire de la Fondation Dubois était un bâtiment impressionnant, ses grandes fenêtres laissant la lumière naturelle inonder l'espace. Amélie étudia son reflet dans la vitre du hall, ajustant nerveusement le blazer bleu marine que Claudette avait insisté pour qu'elle porte. « Vous devez avoir l'air professionnel », avait dit sa mentor, « même si vous vous effondrez à l'intérieur. »« Madame le maire », demanda poliment la réceptionniste. « Monsieur Dubois va vous recevoir maintenant. Veuillez me suivre. » L'ascenseur glissa silencieusement jusqu'au dernier étage. Amélie serra son dossier contre sa poitrine, rempli des photos des jumeaux et de toute la documentation que Philippe avait préparée, même si elle avait initialement résisté. Juste au cas où, avait-il insisté. Antoine Dubois lui tournait le dos quand elle entra, regardant Paris à travers le mur de verre de son bureau. Il était plus grand qu'il ne paraissait sur les photos, dégageant le même port altier que Théo commençait déjà à imiter. « Madame le maire », dit-il en se retournant, arborant le même sourire qu'Amélie reconnaissait sur les visages des jumeaux chaque matin. « Claudette Fournier a fait l'éloge de votre travail au foyer Saint-Michel. Je suis intéressé à entendre vos idées pour un éventuel partenariat. » Amélie sentit ses jambes flageoler. De près, la ressemblance avec les jumeaux était encore plus frappante. La même forme d'yeux, la même mâchoire déterminée, même la légère inclinaison de la tête qu'il adoptait lorsqu'il était intrigué. « Monsieur Dubois » commença-t-elle, la voix plus stable qu'elle ne le sentait. « Je ne suis pas vraiment ici pour parler de partenariat. » Antoine fronça les sourcils, de la même manière que Lucas le faisait quand il était perplexe. « Je ne comprends pas. Cette réunion a été programmée pour discuter de... »« Je suis ici pour quelque chose de beaucoup plus personnel, » coupa Amélie, ses mains tremblant alors qu'elle ouvrait son dossier. « Cela concerne quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans, lors d'un symposium sur la littérature et le changement social à la Sorbonne. » Le sourire professionnel sur le visage d'Antoine vacilla. Le symposium. C'était un événement majeur pour la Fondation, mais je ne vois pas... Vous avez rencontré une doctorante nommée Sophie Moreau. Le nom eut un effet immédiat. Antoine se dirigea vers son bureau, s'appuyant dessus. « Sophie ?»« Oui, bien sûr. Elle a fait des recherches fascinantes sur les récits de trauma. Mais c'était il y a des années. Quel est le... » Amélie sortit la première photo. C'était un cliché récent des jumeaux au parc, riant à la caméra, leurs yeux, les yeux d'Antoine, brillant d'une joie innocente. Antoine accepta la photo, ses mains tremblant de manière presque imperceptible. Il la fixa pendant de longues secondes, son expression passant de la confusion à une compréhension naissante. « Non, » murmura-t-il, « ce n'est pas... ça ne peut pas être... » « Théo et Lucas, » dit doucement Amélie. « Ils ont 4 ans. Ils ont été laissés au foyer Saint-Michel un matin pluvieux d'octobre, il y a 4 ans. » Antoine recula en titubant dans son fauteuil, tenant toujours la photo. « Sophie, elle était... » Il ne put finir sa phrase. « Enceinte, oui ?» Amélie sortit d'autres photos. « Elle ne vous l'a jamais dit. Quand elle l'a découvert, vous étiez en voyage. Et puis elle les a abandonnés. » La voix d'Antoine contenait une pointe dangereuse, un mélange de douleur et de colère. Comment a-t-elle pu? Comment peut-on... Elle était malade, intervint rapidement Amélie. Une dépression sévère, aggravée par la grossesse et l'accouchement.
elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour les bébés. Antoine se leva d'un bond, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre, sa silhouette se découpant sur la ligne d'horizon de Paris, vibrant d'une tension palpable. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il enfin. « Pourquoi après 4 ans ?» Amélie prit une profonde inspiration. « Parce qu'ils vous ont vu au cinéma, il y a quelques semaines. Ils ont remarqué la ressemblance immédiatement. Depuis, ils posent des questions, dessinent votre visage. Ils sentent quelque chose à propos de leur histoire. » Antoine se retourna, ses yeux brillants de larmes non versées. « Vous êtes… » « Je suis leur mère, » termina doucement Amélie. « Je les ai adoptés peu de temps après leur arrivée au foyer. » Le silence tomba comme un marteau. Antoine se rassit, étalant les photos sur son bureau. Les jumeaux nouveau-nés, leurs premiers pas, les fêtes d'anniversaire, des scènes de tous les jours. « Ils sont identiques à moi, » murmura-t-il, les yeux fixés sur une photo de Théo, fronçant les sourcils exactement de la même manière que lui. « Comment ai-je pu ne pas savoir? Pourquoi personne ne m'a rien dit ?»« Sophie n'a laissé qu'une chose avec eux, » expliqua Amélie. « Votre médaillon. Ce n'est que récemment que nous avons fait le lien. » Antoine ferma les yeux, une larme glissant sur sa joue. « Le médaillon de ma mère. Je l'ai donné à Sophie le dernier soir du symposium. »« Je sais. Elle m'a tout raconté hier. » Les yeux d'Antoine s'ouvrirent brusquement. « Vous lui avez parlé ? » « Oui, elle enseigne à Versailles maintenant. Elle va mieux, et elle ne s'est jamais pardonné d'avoir dû les laisser. » Antoine reprit ses allées et venues, une énergie agitée remplissant le bureau. « J'ai des enfants, » murmura-t-il, comme pour tester les mots. « J'ai 2 enfants. Pendant tout ce temps, alors que je construisais des centres pour aider les enfants abandonnés. »« Vous devez comprendre, » intervint Amélie, « ils sont heureux, aimés. Ils n'ont pas été laissés à eux-mêmes, ils m'ont été confiés, et je… » « Vous les avez élevés, » termina doucement Antoine, sa voix s'adoucissant. « Vous avez pris soin d'eux, les avez aimés, leur avez donné un foyer. » Il fit une pause, regardant Amélie avec des yeux neufs. « Pourquoi me le dire maintenant? Vous devez savoir que je pourrais contester l'adoption. » Le cœur d'Amélie s'emballa. « Oui, je le sais, mon avocat m'a bien fait comprendre ce risque, mais je sais aussi que vous avez consacré votre vie à aider les enfants à trouver des familles, pas à les déchirer. » Antoine s'assit à nouveau, prenant la photo la plus récente des jumeaux. « Comment sont-ils? Leur personnalité, je veux dire. » Le visage d'Amélie s'illumina, comme toujours quand elle parlait de ses enfants. « Théo est plus audacieux, menant toujours leurs petites aventures. Lucas est plus calme, il aime les livres, un peu comme vous, selon Sophie. Ils sont inséparables, finissant les phrases de l'autre, partageant un langage secret qui leur est propre. « Savent-ils pour moi ?» demanda Antoine. « Ils savent qu'il y a une ressemblance. Depuis qu'ils vous ont vu, ils s'interrogent sur leurs origines. Mais je ne leur ai encore rien dit. Je voulais d'abord vous parler. » Antoine hocha lentement la tête, traitant encore chaque détail des photos. « Puis-je les rencontrer ?» La question qu'Amélie avait le plus redoutée. « Oui, » répondit-elle après un temps. « Mais nous devons le faire avec précaution. Ils sont petits, sensibles. Nous devons considérer comment cette révélation les affectera émotionnellement. » « Bien sûr, acquiesça Antoine. J'ai juste besoin de temps pour digérer tout ça. C'est, il rit sans joie. Ce n'est pas tous les jours qu'on découvre qu'on a des jumeaux de 4 ans. Amélie commença à rassembler les photos, mais Antoine l'arrêta. Pourrais-je en garder quelques-unes? Bien sûr, dit-elle doucement. J'en ai d'autres à la maison. Alors qu'Amélie se levait pour partir, Antoine l'appela. Madame le maire, s'il vous plaît, appelez-moi Amélie. Amélie, corrigea-t-il. Merci d'avoir pris soin d'eux, de les avoir aimés, et d'avoir eu le courage de me dire la vérité. Dans l'ascenseur qui descendait, Amélie laissa enfin ses larmes couler. Elle l'avait fait. Elle avait dit la vérité à Antoine Dubois.
Maintenant, elle ne pouvait qu'espérer que son honnêteté ne lui coûterait pas les 2 personnes qu'elle aimait le plus au monde. Son téléphone vibra avec un message de Claudette. « Comment ça s'est passé ?» Amélie leva les yeux vers le dernier étage du bâtiment une dernière fois avant de répondre. « Il veut les rencontrer, et il veut un test ADN. » Un message de suivi arriva de Sophie. « C'est-il » ?« Oui, » répondit Amélie. « Maintenant, nous commençons un nouveau chapitre. » Le soleil se couchait sur Paris alors qu'Amélie quittait le bâtiment de la Fondation Dubois. Tout en haut, Antoine Dubois restait dans son bureau, entouré de photographies de 2 petits garçons qui étaient son miroir, essayant de comprendre comment sa vie avait changé en un seul après-midi. Antoine Dubois ne dormit pas cette nuit-là. Dans son luxueux appartement de l'avenue des Champs-Élysées, les photos qu'Amélie lui avait données étaient éparpillées sur son bureau, illuminées par la lueur douce d'une lampe. Chaque image était une fenêtre sur une vie dont il n'avait jamais soupçonné l'existence, une vie qui faisait partie de lui, mais dont il avait été absent pendant 4 ans. Son téléphone sonna. C'était Gérard Dubois, son père adoptif. « Tu as annulé 3 réunions aujourd'hui. » La voix profonde de Gérard semblait inquiète. « Ce n'est pas ton genre, Antoine. Tout va bien ?» Antoine regarda la dernière photo des jumeaux. « Je ne suis pas sûr, papa. J'ai quelque chose à te dire, mais pas par téléphone. » 2 heures plus tard, Gérard Dubois entrait dans l'appartement de son fils, sa silhouette imposante portant un réel sentiment de préoccupation. « Ce sont mes enfants, » annonça Antoine sans préambule, lui tendant la photo. « De 4 ans, je l'ai découvert aujourd'hui. » Gérard s'effondra dans un fauteuil, les yeux sur l'image. « Comment ?»« Sophie Moreau. Du symposium de littérature, tu te souviens ? Elle ne m'a jamais parlé de la grossesse. Elle les a laissés dans un orphelinat. La situation même que nous essayons d'éviter avec nos projets. »« Mon Dieu, » murmura Gérard, « la ressemblance est indéniable. »« Je ferai un test ADN demain, » compléta Antoine. « J'ai déjà pris rendez-vous dans le meilleur laboratoire de la ville. »« Et la mère adoptive, c'est Amélie Lemaire ? » C'est une assistante sociale à l'orphelinat où Sophie les a laissés. Elle... Antoine fit une pause, déglutissant difficilement. Elle les a élevés comme les siens. Ils sont clairement aimés, bien soignés. Gérard étudia son fils un instant. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» D'abord, confirmer la paternité. Ensuite, Antoine se passa les mains sur le visage, épuisé. Je dois parler à Sophie, comprendre pourquoi elle ne m'a rien dit. Le lendemain matin, le laboratoire était calme quand Antoine arriva. La procédure fut rapide, un prélèvement de salive, quelques signatures. « Les résultats seront prêts dans 48 heures, » dit le technicien. Mais Antoine ne pouvait pas attendre si longtemps. Utilisant l'adresse qu'Amélie lui avait donnée, il se rendit à Versailles. Le lycée Saint-Jean était en pause entre les cours quand il arriva. Sophie était dans sa salle de classe, corrigeant des copies, quand il entra. Le temps sembla se figer un instant. Cela faisait 5 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. « Antoine, » murmura-t-elle en se levant. « Amélie m'a dit que tu viendrais. »« Pourquoi ?» Sa question sonna plus dure qu'il ne l'avait voulu. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Sophie ferma les yeux, des larmes silencieuses glissant sur ses joues. « J'étais malade, Antoine, tellement malade. La dépression, c'était comme se noyer. Et les bébés, ils méritaient plus que ce que je pouvais leur donner. Mais j'avais le droit de savoir. J'aurais pu aider. Nous aurions pu nous marier, construire une famille du jour au lendemain, » l'interrompit Sophie. « Tu construisais ton empire philanthropique. Je n'étais qu'une étudiante luttant contre mes propres démons. » Antoine se dirigea vers la fenêtre, observant les élèves dans la cour. « Ils sont magnifiques, » dit-il après un moment. « Ils semblent heureux sur les photos. »« Ils le sont, » confirma Sophie. « Amélie, c'est la mère que je n'ai pas pu être, la mère qu'ils méritent. »« Et moi, quel genre de père puis-je être maintenant, après 4 ans ?» demanda Antoine à voix basse.
Le genre de père dont ils ont besoin, répondit doucement Sophie. Le genre de père que tu as toujours souhaité avoir avant que les Dubois ne t'adoptent. Antoine se retourna brusquement. Comment sais-tu? Ton histoire avec les orphelinats n'a pas commencé avec ta fondation, Antoine. Elle a commencé quand tu as été laissé dans l'un d'eux, dit Sophie en lui touchant le bras avec hésitation. C'est peut-être pour ça que le destin a arrangé les choses ainsi, pour que tu puisses leur donner ce que tu as toujours souhaité pour toi-même, une chance d'avoir deux sortes d'amour. Le téléphone d'Antoine vibra. Un SMS du laboratoire. Sa demande de résultats accélérés avait été acceptée. Positif, probabilité de paternité de 99,99%. Ses jambes faillirent le lâcher et il dut se retenir au bureau de Sophie. « C'est officiel, murmura-t-il. Je suis père de jumeaux. »« Que vas-tu faire ?» demanda Sophie. Antoine fixa le message un instant de plus avant de ranger le téléphone. « Je vais faire partie de leur vie. Je ne sais pas encore comment, ni à quelles conditions Amélie le permettra. Mais je ne peux pas rester à l'écart. Pas maintenant que je sais. » « Ils sont très intuitifs, » dit Sophie. « Ils l'ont toujours été. C'est peut-être pour ça qu'ils ont reconnu quelque chose en toi au cinéma. » Amélie a dit qu'ils posaient des questions, faisaient des dessins, songea Antoine. Les enfants sentent les choses, offrit Sophie avec un sourire triste. Je suis bien placé pour le savoir. Je travaille avec eux maintenant. C'est ma propre façon d'essayer de me racheter. La cloche sonna, signalant la fin de la pause. Antoine était sur le point de partir, mais s'arrêta à la porte. « Sophie, oui, je comprends. Je n'approuve pas, mais je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. » De retour à son bureau, Antoine trouva son père qui l'attendait. « Le test est positif, » annonça-t-il simplement. « Je m'en doutais, » répondit Gérard. « Et maintenant ?» Antoine prit son téléphone, composant le numéro d'Amélie. Elle répondit à la deuxième sonnerie. « Les résultats l'ont confirmé, » dit-il. « J'aimerais les rencontrer officiellement, si cela vous convient. » Une pause à l'autre bout du fil. « Nous pouvons nous voir demain, » répondit enfin Amélie, « pour discuter de la manière de gérer cela de la meilleure façon possible pour eux. » Après avoir raccroché, Antoine se concentra à nouveau sur les photos étalées sur son bureau. Théo et Lucas. Ses fils. Le mot sonnait encore étrange dans son esprit, mais étrangement juste. « Tu sais, » dit Gérard en regardant son fils, « quand les Dubois t'ont adopté, tu avais 5 ans. J'étais terrifié. Je n'avais aucune idée de comment être un père, surtout pour un enfant qui avait déjà connu l'abandon. Et me voilà face à la même situation. »« Pas exactement, » sourit Gérard. « Ils ont Amélie. Ils ne sont pas seuls comme tu l'étais. Et tu as la chance d'être un père différent, un père additionnel, pas un remplaçant. » Antoine hocha lentement la tête, une idée se formant. « J'ai quelques appels à passer, » dit-il en prenant son téléphone. « Je dois annuler quelques trucs, réorganiser mon emploi du temps. Tu vas t'engager là-dedans. »« Je vais le faire bien, papa. Ils le méritent. Ils méritent de savoir que même si je n'étais pas là depuis le début, maintenant que je sais pour eux, je choisis d'être présent. » Cette nuit-là, seul dans son appartement, Antoine prit une vieille photo de lui, à l'âge de 5 ans, le jour où les Dubois l'avaient adopté. À côté, il plaça la nouvelle photo des jumeaux. Les parallèles étaient saisissants, non seulement dans l'apparence physique, mais dans la façon dont le destin semblait tisser leurs histoires. Son téléphone vibra avec un message d'Amélie. Une photo des jumeaux endormis, prise à l'instant, avec la légende « Bonne nuit, papa ». Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était réel. C'était terrifiant. C'était merveilleux. Et demain ne serait que le début. Le cabinet d'avocats Moreau et Associés occupait un étage entier d'un bâtiment historique du centre de Paris. Amélie regardait par la fenêtre de la réception, son pâle reflet se superposant à la rue animée en contrebas. Le message de Philippe de la nuit précédente résonnait encore dans son esprit. « Nous devons parler. C'est urgent. » Au même moment, de l'autre côté de la ville,
Antoine Dubois faisait face à une situation similaire dans le bureau de Jean-Luc Martel, l'avocat d'affaires qui représentait la Fondation Dubois depuis plus de 2 décennies. « C'est une affaire délicate, Antoine », dit Martel en ajustant ses lunettes à monture dorée, « mais aussi une opportunité unique. » « Une opportunité ?» fronça les sourcils Antoine, un geste qu'il reconnaissait maintenant avoir hérité de son propre père biologique et transmis à ses fils. « Nous parlons de la vie de 2 enfants. »« Exactement, » dit l'avocat avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux calculateurs. « 2 enfants qui vous appartiennent de droit. Pensez à l'histoire. Le philanthrope milliardaire qui dédie sa vie aux orphelins découvre qu'il a des enfants qui ont été placés à l'adoption sans qu'il le sache. C'est parfait. » « Parfait ?» L'estomac d'Antoine se retourna. « Suggérez-vous que j'utilise mes propres enfants comme un coup de pub ? Je suggère que nous tirions avantage d'une situation qui existe déjà. Les rapports préliminaires que j'ai demandés montrent que nous avons un dossier solide pour contester l'adoption. Vous n'avez jamais renoncé à vos droits parentaux. En effet, vous n'auriez pas pu, puisque vous ne saviez pas pour les enfants. Légalement, l'adoption pourrait être invalidée. » Pendant ce temps, au cabinet Moreau et Associés, Philippe présentait à Amélie un scénario tout aussi troublant. « Le cabinet de Martel nous a contactés, » dit-il en étalant des documents sur son bureau. Il cite des précédents juridiques pour contester l'adoption. Amélie sentit le monde basculer. Mais Antoine a dit qu'il voulait seulement faire partie de leur vie. Il m'a dit qu'il n'allait pas... Antoine Dubois a peut-être les meilleures intentions, dit doucement Philippe, mais il est entouré de gens qui voient cela comme une opportunité en or. Imaginez les gros titres. Un milliardaire se bat pour récupérer ses enfants, donnés à l'adoption à son insu. « Ce sont mes enfants, » murmura Amélie, des larmes perlant dans ses yeux. « J'ai vécu chaque jour des 4 dernières années avec eux. Et c'est exactement pourquoi nous devons agir vite, » répondit Philippe. « Je vais déposer une ordonnance de protection pour sécuriser votre garde pendant que nous réglons ça. » De retour au bureau de Martel, Antoine se leva brusquement. « Je ne vais pas poursuivre Amélie. C'est une mère merveilleuse et les garçons l'adorent. » « Personne ne suggère le contraire, » répondit doucement Martel. « Mais vous êtes leur père biologique. Vos droits ont été ignorés. Et plus important encore, vous avez les ressources pour donner à ces enfants des opportunités qu'une assistante sociale sous-payée ne pourrait jamais leur offrir. Amélie leur a donné la chose la plus importante, l'amour, la stabilité, un foyer, rétorqua Antoine. Et vous pouvez leur donner tout ça, et plus encore, insista Martel. Écoles privées, voyages internationaux, des relations qui façonneront leur avenir. Quel juge ne verrait pas cela comme l'intérêt supérieur des enfants? Antoine se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Quelque part là-dehors, ses fils passaient probablement une autre journée ordinaire, inconscients de la tempête qui se préparait autour d'eux. Son téléphone vibra avec un SMS d'Amélie montrant une photo. Les jumeaux au petit déjeuner. Théo avec de la confiture sur le nez, Lucas riant de quelque chose que son frère avait dit. La légende disait simplement « Ils ont demandé de tes nouvelles aujourd'hui. »« Je ne peux pas faire ça, » marmonna Antoine. « Pardon ?» Martel leva les yeux des documents qu'il examinait. « Je ne vais pas traîner Amélie en justice. Je ne vais pas essayer de lui enlever les garçons. »« Antoine, sois raisonnable, » commença Martel. « Raisonnable ?» se retourna Antoine, la colère teintant sa voix. « Vous savez ce qui n'est pas raisonnable ? Détruire la famille qu'ils connaissent, juste parce que j'ai découvert que je suis leur père. Ce ne sont pas un cas juridique, Jean-Luc. Ce sont des enfants. Mes enfants. » Dans le bureau de Philippe, Amélie répondit à un appel de Claudette. « Les jumeaux vont bien, ici avec moi à Saint-Michel », la rassura sa mentor. « Mais, Amélie, il pose plus de questions aujourd'hui. Lucas a de nouveau dessiné Antoine, cette fois juste à côté d'eux, dans ce qui ressemble à un parc. » Les yeux d'Amélie piquèrent de larmes en se rappelant le week-end précédent. Antoine était apparu par hasard dans le même parc où elle emmenait souvent les garçons. C'était une brève rencontre, apparemment fortuite,
Mais les jumeaux n'arrêtaient pas de parler du « gentil monsieur des films » qui avait joué avec eux. « Je ne peux pas les perdre, Claudette », murmura Amélie. « Ils sont toute ma vie. »« Personne ne va te prendre tes enfants, » dit résolument Philippe, « mais nous devons nous préparer à une bataille juridique. » Le reste de la journée devint un flou de réunions, de paperasse et de planification stratégique. Quand Amélie rentra chez elle, elle trouva les jumeaux en train de dessiner à la table de la cuisine. « Sur quoi travaillez-vous, mes amours ?»« On dessine notre famille, » répondit Théo sans lever les yeux. Amélie sentit son cœur se serrer à cette vue. Elle était là, sur le dessin, mais maintenant il y avait une grande figure masculine à côté d'elle, souriant et portant le genre de costume qu'Antoine portait quand ils s'étaient rencontrés au parc. « Maman ?» demanda Lucas avec hésitation. « Pourquoi cet homme du parc nous ressemble tant ?» Avant qu'Amélie ne puisse répondre, on sonna à la porte. C'était Antoine. « Je suis désolé de passer à l'improviste, » dit-il rapidement, « mais je devais vous parler. C'est important. » Les jumeaux coururent à la porte en entendant sa voix. « Tu es venu jouer encore avec nous ?» demanda Théo, plein d'espoir. Le cœur d'Antoine se tordit. « Pas aujourd'hui, mon grand. J'ai besoin d'avoir une conversation d'adulte avec ta maman. » Après que Claudette, qui était arrivée par coïncidence pour une visite surprise, ait emmené les garçons manger une glace, Antoine et Amélie s'assirent dans le salon. « Mon avocat veut que j'intente une action en justice pour la garde, » dit Antoine, allant droit au but. Amélie sentit l'air lui manquer. « Et toi ?»« Je ne le ferai pas, » l'interrompit-il. « Je ne peux pas. Ce ne serait pas juste pour eux, ni pour toi. » Les larmes qu'Amélie avait retenues toute la journée coulèrent enfin. « J'avais si peur. Philippe m'a dit que votre cabinet se préparait. »« Jean-Luc a ses propres idées sur la façon de gérer les choses, » dit amèrement Antoine. « Mais ce n'est pas un cas juridique ou une opportunité de relations publiques. C'est une question de famille, de faire ce qui est le mieux pour Théo et Lucas. »« Que penses-tu être le mieux pour eux ?» demanda Amélie. Antoine se leva et se dirigea vers un mur rempli de photos documentant la vie des jumeaux. « Regarde ces photos, Amélie. Sur chacune d'elles, ils sont heureux, en sécurité, aimés. C'est toi qui as construit ça. Tu es leur mère à tous les égards. »« Mais tu es leur père ?» dit doucement Amélie. « Oui, je le suis, et je veux faire partie de leur vie, mais pas au prix de détruire tout ce qu'ils connaissent. » Le silence qui suivit fut rompu par les sons lointains des jumeaux riant dans la rue. Claudette revenait avec eux. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Amélie. « D'abord, nous virons nos avocats actuels, » dit Antoine avec un sourire ironique. « Ensuite, nous en trouvons un qui nous aidera à créer un accord qui protège les intérêts de chacun, en particulier ceux des garçons. » Et leur dire ? Antoine regarda par la fenêtre, voyant Théo et Lucas courir le long du trottoir, du chocolat barbouillé sur leur visage. « Nous devons le faire bientôt. Ils le sentent déjà. Ils sont trop intelligents pour ne pas le faire. »« J'ai peur, » admit Amélie. « Peur de leur réaction. Peur que ça change tout. »« Ça changera, » dit honnêtement Antoine. « Mais peut-être pour le mieux. Ils gagneront un père qui les aime déjà plus que tout, sans perdre la mère incroyable qu'ils ont. » Juste à ce moment, la porte s'ouvrit et les jumeaux entrèrent en trombe. « Maman, monsieur Dubois !» s'écria Théo. « Tante Claudette nous a acheté une glace au chocolat. Et elle a dit que tu pouvais rester pour le dîner, » ajouta Lucas, plein d'espoir. Antoine jeta un coup d'œil à Amélie, qui lui fit un léger signe de tête. « Eh bien, si ta maman est d'accord. »« Oui !» acclamèrent les garçons à l'unisson, pendant qu'elle regardait Antoine être entraîné par les jumeaux pour admirer leur dernier dessin. Amélie sentit un lourd poids se lever de sa poitrine. La bataille juridique qu'elle avait redoutée pourrait être évitée après tout. À sa place, une nouvelle possibilité émergeait. Une famille qui pourrait être différente, plus grande, plus compliquée, mais toujours unie par l'amour pour ses deux enfants spéciaux. Claudette, observant depuis l'embrasure de la porte, eut un doux sourire. « Parfois, commenta-t-elle,
Les plus grandes victoires ne viennent pas de gagner des batailles, mais de choisir de ne pas se battre. Cette nuit-là, après que les jumeaux se soient enfin endormis, non sans avoir fait promettre à Antoine de revenir le lendemain, Amélie le trouva dans le salon, contemplant la photo sur le mur. « Merci, dit-elle simplement. »« Pourquoi ?»« D'avoir choisi la paix plutôt que la guerre, d'avoir mis les garçons en premier. » Antoine sourit, ce même sourire qu'elle voyait se refléter chez leur fils. « Tu sais ce qui m'a décidé ? Quand Jean-Luc a commencé à parler d'école d'élite et d'opportunités, j'ai réalisé qu'il passait à côté de l'essentiel. L'argent, le statut, les relations, ce n'est rien comparé à ce que tu leur as donné. Un amour inconditionnel, la sécurité, la liberté d'être simplement des enfants. Nous avons encore beaucoup de choses à régler, prévint Amélie. Oui, mais nous le ferons ensemble, en famille, même si ce n'est pas une famille normale. Quand Antoine partit enfin, Amélie découvrit une enveloppe sur sa table. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle mettant fin au service du cabinet de Martel, signée par Antoine, ainsi qu'une note manuscrite. Demain, nous trouvons un nouvel avocat, un qui sait que certaines victoires ne se mesurent pas en termes juridiques. De retour dans son propre bureau, Antoine fit quelque chose de similaire, rédigeant une lettre renvoyant Jean-Luc de cette affaire particulière. Sur son bureau, une photo des jumeaux souriants lui rappelait ce qui comptait vraiment. Son téléphone sonna. C'était son père adoptif. « J'ai entendu dire que tu avais laissé partir Martel, » dit Gérard sans saluer. « Il ne comprend pas ce qui est en jeu, » répondit Antoine. « Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, papa. Il s'agit de faire ce qui est juste. »« Tu fais le bon choix, mon fils, » affirma Gérard. « Parfois, être un père signifie mettre les besoins de ses enfants avant tout, même avant nos propres droits. » Alors que la nuit tombait sur la ville, 2 personnes à des endroits différents regardaient le même ciel étoilé. Amélie, blottie dans son lit avec ses enfants endormis, et Antoine, dans son appartement somptueux mais étrangement solitaire, tous deux pensant au lendemain. Un demain non défini par des procès ou des droits contestés, mais par le courage de 2 personnes qui, pour l'amour de 2 garçons spéciaux, ont choisi le chemin le plus difficile, celui de la compréhension, de la coopération et de la construction d'un nouveau type de famille. Et quelque part entre la peur et l'espoir, entre le passé et le futur, une certitude commença à se former. Certaines batailles se gagnent non pas en se battant, mais en ayant la sagesse de déposer les armes et de tendre la main en paix. La salle de conférence de la Fondation Dubois était bondée ce jeudi matin. D'un côté de la table, Jean-Luc Martel et son équipe juridique attendaient avec des expressions tendues. En face d'eux, Philippe Moreau était assis à côté d'Amélie, qui essayait de rester calme malgré sa nervosité. Antoine occupait le bout de la table, avec son père Gérard à ses côtés. « Avant de commencer, » dit Antoine en se levant, « j'aimerais clarifier ma position. » Il sortit une enveloppe de sa mallette. « Voici ma décision officielle de ne pas contester l'adoption de mes enfants. » Un bourdonnement de chuchotements se propagea dans la pièce. Jean-Luc ajusta ses lunettes, clairement mal à l'aise. « Antoine, je vous recommande de reconsidérer les précédents juridiques que nous avons compilés. »« Non, » l'interrompit fermement Antoine. « J'ai passé les dernières semaines à apprendre à connaître mes enfants, pas comme une affaire juridique, mais comme de vraies personnes. Théo, qui adore les dinosaures et ne peut s'arrêter de rire une fois qu'il a commencé. Et Lucas, qui est réfléchi et aime les livres. » Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant Paris. « Vous savez ce que Théo m'a demandé hier, quand je l'ai croisé par hasard au parc ? Il a dit « Pourquoi nous ressemblez-vous autant, monsieur Dubois ?» Et Lucas. Lucas a dessiné notre famille, tout le monde ensemble. Lui, Théo, Amélie et moi. « C'est précisément pourquoi, tenta de nouveau Jean-Luc, nous devrions les mettre en premier, termina Antoine. Au lieu d'une guerre juridique qui ne leur apporterait que du traumatisme, je propose autre chose. » Il sortit un autre document de sa mallette. Un accord de garde partagé, reconnaissant légalement ce qui existe déjà. Amélie est leur mère. Je suis leur père.
Et ensemble, nous pouvons donner à Théo et Lucas ce dont beaucoup d'enfants ne font que rêver. 2 foyers aimants. Amélie sentit des larmes lui piquer les yeux, cette fois de soulagement. Philippe fit un petit signe de tête, il était déjà familier avec le projet d'accord qu'il avait aidé à préparer. C'est inhabituel, commenta l'un des associés de Martel. Comme toute notre situation, dit Antoine avec un sourire. Parfois, l'inhabituel est exactement ce dont nous avons besoin. Gérard Dubois, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'éclaircit la gorge. En tant que président du conseil d'administration de la Fondation, je soutiens pleinement la décision d'Antoine. En fait, il regarda fièrement son fils. Je n'ai jamais été aussi fier de lui. Jean-Luc fit une dernière tentative. La presse va spéculer. Laissez-les spéculer, haussa les épaules Antoine. Je donnerai une seule interview, expliquant que j'ai retrouvé mes enfants, qu'ils ont une mère merveilleuse et que nous construisons une famille harmonieuse. Fin de l'histoire. Amélie parcourut l'accord de garde qu'Antoine proposait. Il était généreux, respectueux et, plus important encore, centré sur le bien-être des jumeaux. Il autorisait des visites régulières, une participation aux décisions importantes, mais maintenait leur résidence principale avec elle. « C'est parfait », murmura-t-elle. « Non », corrigea doucement Antoine. « C'est juste le début. Nous devons encore leur dire, les aider à comprendre, créer de nouvelles routines. Mais au moins, maintenant, nous pouvons le faire sans l'ombre d'une bataille judiciaire. » La réunion se poursuivit sur des détails logistiques, mais la tension initiale s'était dissoute. Quand elle se termina, Jean-Luc et son équipe partirent, clairement mécontents, tandis que Philippe semblait satisfait du résultat. « Je finaliserai les documents, dit-il. Mais Antoine, vous venez de créer un précédent remarquable. » Après que tout le monde soit parti, Amélie et Antoine restèrent dans la pièce avec Gérard. « Comment leur disons-nous » demanda Amélie, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Avec honnêteté et amour, » répondit Gérard avant qu'Antoine ne puisse le faire. « C'est comme ça que nous avons expliqué l'adoption à Antoine, et ça a marché. »« Papa, » dit Antoine en souriant, « suggères-tu que nous utilisions ton expérience ?»« Je dis que parfois, la vie nous prépare à des défis que nous n'attendions jamais, » répondit Gérard en se levant et en serrant l'épaule de son fils. « Tu étais un petit garçon effrayé quand nous nous sommes rencontrés, Antoine, mais ton cœur était ouvert à l'amour. Théo et Lucas sont pareils, je le vois. » Ce soir-là, Antoine rejoignit Amélie pour le dîner dans son appartement, une nouvelle habitude qu'il prenait. Les jumeaux l'accueillirent avec leur joie habituelle, maintenant habitués à ses visites fréquentes. « Regarde ce que j'ai dessiné !» s'exclama Théo, montrant une œuvre d'art sur laquelle 5 personnages souriants, lui-même, Lucas, Amélie, Antoine et même Sophie, qu'ils n'avaient pas encore rencontrés, formaient une ronde en se tenant la main. « C'est notre famille, » expliqua timidement Lucas. « Mais elle n'est pas encore complète. Il y a des gens qu'on ne connaît pas encore très bien. » Antoine et Amélie échangèrent des regards entendus. Les enfants, dans leur sagesse innocente, ouvraient déjà la voie à la vérité. Après que les garçons furent au lit, Antoine et Amélie s'assirent sur le balcon, partageant un verre de vin dans le silence confortable qui s'était installé entre eux. « Merci, » dit enfin Amélie, « d'avoir choisi cette voie. »« Ce n'était pas un choix difficile, » répondit Antoine. « Tu sais ce qui m'a vraiment convaincu ? Les regarder courir vers toi quand ils sont heureux, tristes ou effrayés. Comment ils cherchent ton approbation avant toute nouvelle aventure. C'est ça, être une mère, Amélie. Aucun papier légal ne peut remplacer ça. » « Et maintenant, ils ont un père aussi, » sourit-elle. « Un père qui a choisi de les aimer plus que sa fierté ou ses droits légaux. » De la chambre des garçons vint un rire étouffé, conspirant probablement quelques méfaits d'avant le coucher. C'était un son familier à Amélie, et maintenant à Antoine aussi, qui commençait à apprendre toutes les nuances de ses enfants. « Demain » demanda Antoine. Amélie hocha la tête. « Demain, nous leur disons, ensemble, en famille. » Plus tard dans la nuit, en arrivant à son appartement, Antoine trouva un message de son père qui l'attendait.
Aujourd'hui, tu as honoré le nom des Dubois, mon fils, non pas avec le pouvoir ou l'influence, mais en ayant le courage de choisir l'amour. » Sur la table, à côté de la photo des jumeaux, se trouvait l'accord de garde qui changerait leur vie. Ce n'était pas une reddition, comme Jean-Luc l'avait sous-entendu, ni une défaite, comme l'équipe juridique l'avait craint. C'était une victoire, le triomphe de l'amour sur l'orgueil, de la sagesse sur le pouvoir. Demain serait un nouveau jour, le premier de nombreux dans sa nouvelle vie, en tant que père officiel de Théo et Lucas. Il y aurait des défis, bien sûr, des ajustements à faire, des moments difficiles à naviguer. Mais pour la première fois depuis la découverte des jumeaux, Antoine sentait qu'il était vraiment sur la bonne voie. Quelque part dans la ville, 2 enfants dormaient paisiblement, leurs rêves remplis d'une famille qui grandissait non pas par des procès, mais par l'amour, la compréhension, et 2 adultes assez courageux pour placer leur bonheur en premier. Une matinée radieuse se leva, alors qu'Amélie, Antoine et Sophie se rassemblèrent dans le salon d'Amélie. C'était samedi et les jumeaux dormaient encore, ignorant que leur vie était sur le point de changer pour toujours. « Vous êtes sûrs, tous les 2 » demanda nerveusement Sophie, tripotant l'ourlet de son chemisier. « Peut-être qu'ils sont encore si jeunes ?»« Ils le sentent déjà, » dit doucement Amélie. « Leurs dessins, leurs questions, ils deviennent plus fréquents. Nous devons leur dire avant qu'ils ne commencent à inventer leurs propres explications. » Antoine hocha la tête, posant une main sur l'album photo qu'ils avaient préparé, une chronologie soigneusement arrangée pour aider à tout expliquer d'une manière adaptée aux enfants. Le bruit de petits pas annonça l'arrivée des jumeaux. Théo arriva le premier, ses cheveux en désordre, rappelant tellement Antoine à Sophie que son cœur se serra. Lucas suivit, serrant son ours en peluche. « Monsieur Dubois !» s'exclama joyeusement Théo. « Tu es là pour jouer ?»« En fait, » sourit Antoine, « nous sommes venus vous raconter une histoire très spéciale, une histoire de famille. » Les garçons s'installèrent sur le canapé, entre Amélie et Antoine, tandis que Sophie s'asseyait dans un fauteuil tout près. Amélie commença avec son ton chaleureux et rassurant habituel. « Vous savez, toutes les familles sont différentes, n'est-ce pas? Certaines ont une maman et un papa, d'autres juste une maman, d'autres juste un papa. Comme Lisa dans notre classe, intervint Lucas. Elle a 2 mamans. Exactement, sourit Amélie. Et maintenant, notre famille va être un peu différente aussi, plus spéciale. Antoine ouvrit l'album à la première photo, un garçon de 5 ans dans un foyer d'accueil. Lui-même. Vous savez qui est ce petit garçon? Les jumeaux se penchèrent. « Il nous ressemble !» s'exclama Théo. « Oui, c'est vrai, » confirma Antoine, « parce que je suis votre papa. » Un silence surpris remplit le salon. Lucas serra plus fort son ours en peluche, tandis que Théo regardait d'Antoine à Amélie, confus. « Mais maman est notre maman ?» dit finalement Lucas d'une petite voix. « Oui, mon cœur. » Amélie le serra dans ses bras. « Je serai toujours votre maman. Mais vous avez aussi un papa, Antoine, et il y a quelqu'un d'autre qui est très spécial aussi. » Sophie s'approcha lentement, souriant doucement. Les garçons la regardèrent avec curiosité. « Il y a longtemps, » continua Antoine, en tournant à la page suivante de l'album, « avant que vous ne soyez nés, quelque chose de magique s'est produit, comme dans les livres de contes que vous aimez, sauf que cette histoire est vraie. » Pendant l'heure qui suivit, ils offrirent une version simplifiée et adaptée à leur âge de toute l'histoire. La maladie de Sophie et la raison pour laquelle elle les avait confiés à d'autres, comment Amélie était devenue leur mère, et comment Antoine les avait découverts par hasard au cinéma. « Alors, tu es vraiment notre papa ?» demanda Théo, ses yeux rivés sur ceux d'Antoine. « Oui, » répondit doucement Antoine. « Et je veux faire partie de votre vie, si vous me le permettez. »« Et maman ?» demanda Lucas, s'accrochant à la main d'Amélie. « Maman, » sourit Antoine, « sera toujours votre maman. Ça ne changera jamais. Nous ajoutons simplement plus d'amour à notre famille. »
Amélie tourna d'autres pages, montrant des photos des jumeaux bébés, de leurs premières années, et enfin des photos récentes avec Antoine. « Vous voyez comme notre famille continue de grandir ? Et moi, dit Sophie en s'approchant, je serai si heureuse d'apprendre à mieux vous connaître, à votre rythme, sans se presser. » Les garçons traitèrent l'information à leur manière. Théo posa 1 million de questions, tandis que Lucas restait calme et réfléchi. Mais lentement, la tension initiale se dissipa. « On peut t'appeler papa ?» demanda soudain Théo à Antoine. « Si vous voulez, » répondit Antoine, la voix tremblante d'émotion. « Vous pouvez m'appeler comme vous vous sentez le plus à l'aise. » Les semaines suivantes furent une période d'ajustement. Antoine acheta une maison à quelques rues seulement de l'appartement d'Amélie, concevant 2 chambres spécialement pour les jumeaux. Son emploi du temps, autrefois rempli d'engagements internationaux, fut réorganisé pour donner la priorité à son temps avec eux. « Nous avons besoin d'une routine », suggéra Amélie lors d'un de leurs nombreux dîners partagés. « Quelque chose qui leur donne de la sécurité. » Et ainsi, une nouvelle normalité prit forme. Les jumeaux passaient la plupart de leur temps avec Amélie, mais profitaient de dîners réguliers avec Antoine, de week-ends alternés et de moments spéciaux avec Sophie, qui trouva son rôle de tante aimante. « C'est différent de ce que j'imaginais », confia un jour Sophie à Amélie, regardant les garçons jouer dans le nouveau jardin d'Antoine. « Mais d'une certaine manière, c'est parfait comme ça. » Antoine apprenait aussi. Apprenait à être un père, à partager les responsabilités, à respecter les limites qu'Amélie avait fixées. Quand Théo eut une forte fièvre, Amélie lui montra comment mesurer exactement le médicament. Quand Lucas fit un cauchemar, elle apprit à Antoine comment le calmer. « Tu es une mère incroyable », lui dit-il un soir après avoir bordé les garçons. « Ils ont tellement de chance de t'avoir. » Amélie sourit en regardant ses enfants dormir. Maintenant, ils ont de la chance en double, voire en triple, en comptant Sophie. L'adaptation ne se fit pas sans difficulté. Il y eut des moments de confusion, de jalousie et le besoin de limites claires. Mais chaque obstacle fut surmonté avec communication et amour. Un après-midi, alors qu'Antoine emmenait les garçons se promener, Amélie découvrit un nouveau dessin de Théo. Cette fois, la famille incluait tout le monde. Elle, Antoine, Sophie et même Gérard, qui était devenu un grand-père dévoué. « Notre famille est différente », remarqua Lucas lors du dîner un soir. « Mais c'est cool comme ça. »« Différente comme un puzzle spécial », ajouta Théo. « Chaque pièce a sa place. » Antoine, Amélie et Sophie échangèrent des regards émus. D'une manière ou d'une autre, ces enfants de 4 ans comprenaient quelque chose que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais. Que la famille ne se définit pas par des schémas établis, mais par l'amour. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, une nouvelle harmonie émergea. Antoine apprit à jongler avec son empire d'entreprise et les après-midi au terrain de jeu. Amélie découvrit que partager la maternité ne diminuait pas son amour, mais le multipliait, et Sophie, enfin en paix avec son passé, embrassa son rôle au sein de cette famille unique. Les ponts qu'ils construisirent n'étaient pas seulement métaphoriques. Ils se formèrent à travers des moments partagés, des rires et de petites traditions. Les soirées pizza du mercredi chez Antoine, les pique-niques du dimanche avec tout le monde, Gérard et Claudette inclus. « Tu sais, » dit Amélie un soir en regardant Antoine lire une histoire aux jumeaux, « je pense que nous avons créé quelque chose de vraiment spécial. » Sophie, qui avait passé l'après-midi à aider les garçons avec un projet artistique, sourit. « Nous avons construit une famille, non conventionnelle, complexe, mais remplie d'amour. » Et c'était vrai. Au milieu de tous les changements, défis et ajustements, ils avaient créé quelque chose de précieux, une famille où chaque membre avait sa place, son rôle, sa signification. Une famille prouvant que lorsque l'amour est authentique, il trouve toujours des moyens de grandir et de s'adapter. Le jardin d'Antoine était décoré pour une fête d'anniversaire. Des ballons colorés dansaient dans la douce brise d'automne et une bannière proclamant « Joyeux anniversaire Théo et Lucas, 5 ans,
s'étendait entre deux grands arbres. Il était difficile de croire qu'une année entière s'était écoulée depuis cet après-midi au cinéma qui avait changé leur vie pour toujours. Amélie mettait la dernière touche à la table des desserts quand elle entendit un rire familier. Théo et Lucas couraient dans la cour, poursuivis par Antoine qui faisait semblant d'être un dragon, leur jeu préféré ces derniers temps. « Le papa dragon ne peut pas nous attraper !» cria Théo en se cachant derrière un arbre. « Jamais !» enchaîna Lucas, se baissant derrière Sophie, qui venait d'arriver avec un gâteau d'anniversaire très élaboré. Amélie sourit, se rappelant comment ce mot, « papa », était simplement apparu quelques mois plus tôt. Personne ne l'avait forcé, personne ne l'avait demandé. Un soir, pendant l'heure de l'histoire, c'était juste arrivé. « En train de songer au passé ?» demanda Claudette en s'approchant avec un plateau de collation. « Je pense à combien les choses ont changé, » dit Amélie. « Et comment, d'une certaine manière, c'est encore mieux qu'avant. » L'année écoulée avait apporté des transformations profondes pour eux tous. Antoine, autrefois un bourreau de travail, organisait maintenant son emploi du temps autour des spectacles de l'école et des après-midi au terrain de jeu des jumeaux. Amélie réalisa que partager le rôle de mère ne diminuait pas son amour. Au contraire, il se renforçait. Et Sophie, en paix avec ses choix passés, restait une présence stable et aimante dans la vie des garçons. « Tante Sophie !» appela Théo. « Raconte-nous cette histoire sur le dragon avec 2 châteaux. » Sophie sourit en s'asseyant sur l'herbe avec eux. C'était une histoire qu'elle avait inventée il y a des mois, sur un dragon qui découvrait qu'il pouvait être heureux en vivant dans 2 maisons. Une métaphore douce qui aidait les jumeaux à comprendre leur propre situation. Gérard Dubois arriva peu après, portant des cadeaux et arborant ce sourire de grand-père fier qu'il avait toujours autour des jumeaux. « Où sont mes petits aventuriers ?»« Papy !» crièrent les garçons en courant pour l'accueillir, abandonnant temporairement l'histoire de Sophie. La fête se remplit bientôt d'invités. Des amis de l'école, des amis de la famille et les personnes qui avaient fait partie de ce voyage extraordinaire. Philippe Moreau discutait avec animation de la manière dont l'affaire Dubois avait inspiré des changements dans les lois locales sur l'adoption. « C'est l'heure du gâteau ?» appela Amélie, rassemblant tout le monde autour de la table principale. Alors que les bougies étaient allumées, Antoine s'approcha du micro qu'ils avaient installé pour les discours d'anniversaire. « Avant de chanter, j'aimerais faire une annonce spéciale, » dit-il en souriant à Amélie et Sophie, qui savaient déjà ce qui allait arriver. Aujourd'hui, pour le 5e anniversaire de Théo et Lucas, je suis ravi de présenter le projet Pont. Une vague d'intérêt parcourut la foule. Cette initiative, un partenariat entre la Fondation Dubois et le Foyer Saint-Michel, transformera le système d'adoption dans notre région. Notre objectif est de construire des ponts entre les enfants et les familles, entre le passé et le futur, entre les différentes formes d'amour. Amélie sentit des larmes lui monter aux yeux en écoutant Antoine décrire comment leur propre histoire, complexe, unique et remplie d'amour, avait montré qu'une famille peut prospérer en dehors des conventions traditionnelles. Et les premiers consultants sur ce projet, continua Antoine, rayonnant, seront 2 experts de 5 ans qui en savent plus sur l'amour inconditionnel que n'importe quel adulte que j'ai jamais rencontré. Théo et Lucas. Trop excités par le gâteau pour réaliser que l'histoire de leur famille changeait le monde, ils se contentèrent de sourire. Pour eux, avoir une maman qui les avait élevés avec amour, un papa qui les avait choisis avec dévouement et une tante spéciale qui les aimait de près et de loin, c'était juste la vie normale. Après la chanson d'anniversaire, tandis que les enfants jouaient et les adultes discutaient, Amélie trouva un moment de calme avec Antoine et Sophie. « Qui aurait cru, sourit-elle, qu'un matin pluvieux, il y a 4 ans, nous amènerait ici ?» « Ou cette nuit au symposium, » ajouta doucement Sophie. « Ou cet après-midi au cinéma, » termina Antoine. Parfois, je pense que le destin a un sens de l'humour un peu particulier. Un cri joyeux les interrompit. Théo avait grimpé sur une branche basse, provoquant à la fois fierté et alarme chez ses 3 parents.
Théo, le maire du bois !» s'exclamèrent simultanément Amélie et Antoine, se précipitant pour l'aider à descendre. Le soleil se couchait alors que les derniers invités partaient. Les jumeaux, épuisés mais heureux, s'endormirent sur le canapé du salon, entourés de papiers cadeaux déchirés et de miettes de gâteau. « Ils ressemblent à des anges », commenta Sophie en aidant à débarrasser les tasses et les assiettes. « Seulement quand ils dorment », plaisanta Antoine en pensant à l'aventure de l'escalade d'arbres. Amélie resta debout, regardant ses enfants, le cœur débordant. Leur famille, pas si typique, liée par l'amour pour deux garçons extraordinaires, avait trouvé un rythme et une harmonie confortables. « Vous savez, dit-elle, je pense que nous avons créé quelque chose de vraiment remarquable. »« Nous avons créé une famille, corrigea Antoine, non conventionnelle, complexe, et la nôtre. »« Et parfaite à sa manière, ajouta Sophie. Cette nuit-là, après le départ de Sophie et que les jumeaux furent bordés dans leur lit, Amélie et Antoine s'assirent une fois de plus sur le balcon, partageant un verre de vin dans la proximité silencieuse qu'ils avaient appris à chérir. « Le projet Pont va changer beaucoup de vies, dit Amélie. « Tout comme la nôtre a été changée, acquiesça Antoine. Tu sais ce qui est incroyable ? Nos enfants ne trouveront rien de tout cela étrange. Pour eux, l'amour est l'amour, peu importe comment il se présente. » Dans la chambre des jumeaux, les sons doux de leur respiration marquaient la fin d'une journée spéciale. Les murs affichaient des dessins qui racontaient l'histoire d'une famille transcendant les attentes, choisissant l'amour par-dessus tout. Et ainsi, sous le ciel étoilé de Paris, une famille non conventionnelle célébrait non seulement un anniversaire, mais le triomphe de l'amour sur le doute, de la compassion sur la peur, de la vérité sur les secrets. C'était une histoire qui avait commencé sous la pluie, avec une rencontre fortuite et deux enfants spéciaux, et qui continuerait d'inspirer les autres à croire que la famille, plus que tout, se définit par l'amour.